pour cette nouvelle édition de la Méridienne, l'émission historique de Méridien Zéro, donc l'émission Rebelle et Corsaire de Radio Bandiera France. Bien sûr, alors d'ailleurs à l'attention de vous tous, on peut quand même préciser que nous sommes toujours en vie, on vous rassure. Il y a eu une petite éclipse de quelques semaines due au destin. 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Le navire corsaire de Méridien est tombé sur une triade d'Amazon qui nous ont séquestrés sur une île des bienheureux. Ils ont eu du mal à nous extirper, mais voilà, nous voici plus revigorés que jamais pour éclairer d'un œil rebelle et radical donc l'actualité, l'actualité qui est la nôtre, l'actualité de ces temps de démesure, de déraison, de déréliction. Alors d'ailleurs, oui, démesure, déraison, déréliction, je crois que c'est les termes qui conviennent pour dessiner le contexte qui sied un petit peu à notre invité de ce soir, qui est un récidiviste en fait de compte, dans ce studio. Ce studio d'ailleurs qui est revu et corrigé après le sinistre qu'il a connu. Lui était venu un petit peu avant. Donc j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, l'équipe, avec bien sûr, je précise, Jean-Louis Roumegas à la technique, sans lequel il faut quand même toujours le rappeler, rien ne serait possible. Donc nous avons le plaisir, nous, l'équipe corsaire de Méridien Zéro, d'accueillir à nouveau dans ce studio Piero San Giorgio. Piero, buonasera. Buonasera, camerato. Bonsoir, buonasera. Buonasera. Bon, ben écoute, faut-il te présenter davantage Petit mot, oui, quand même. Un petit mot, oui. Alors, si vous permettez, quand même, avant de venir au beau sujet et de présenter notre ami, je voudrais, tant que j'y pense encore, avant que j'oublie, rendre hommage à quelqu'un dont j'ai appris aujourd'hui la disparition grâce aux réseaux sociaux. C'est en fait l'ami belge Christopher Gérard qui m'a appris la tragique nouvelle. La disparition d'une figure injustement méconnue dans notre mouvance, un philosophe, un homme de pensée, un païen, un Européen comme nous l'aimons, qui s'appelait Pierre Chassard, qui était originaire d'ailleurs de la Belgique, cher à Christopher, je viens de citer. Alors Pierre Chassard, en quelques mots, qui était-il? Alors il est mort dans sa 90e année, donc je pense qu'il a bien vécu. Et surtout, bon, il a écrit un certain nombre d'ouvrages qui, à mon sens, sont indispensables dans la bibliothèque de tout bon Européen qui se respecte. Pierre Chassard s'est fait connaître en 1976 par l'apparition d'un livre intitulé Nietzsche, Finalisme et Histoire, qui à l'époque était sorti aux éditions du Grèce. Il sera réédité un an plus tard aux éditions Copernic, qui avait été lancé par ce même Grèce en 1977. Et ensuite, il sortira toute une série d'ouvrages qui concernaient l'œuvre d'Heidegger ou de Lévinas, un ouvrage consacré aux morales négatives, un ouvrage consacré aux diversités naturelles, dans une veine à la fois nietzschéenne et surhumaniste, de cette manière. Il marchait un petit peu sur les traces de figures comme Giorgio Locchi ou Robert Dunn, dont nous parlions avec notre invité. Il a sorti d'autres ouvrages que je considère comme étant aussi non seulement fondamentaux, mais aussi d'une urgence d'actualité. Je les ai en main d'ailleurs, je les ai sortis des rayons de ma bibliothèque. Le premier, c'est un opuscule qui s'intitule Immigration et hospitalité. Et alors, lorsqu'on lit Chassard, on voit un véritable philosophe, c'est-à-dire qu'il revient toujours aux sources, c'est le cas de le dire, d'une certaine manière. Il revient aux sources de la pensée européenne, de la pensée vétéro-européenne, de la pensée grecque, bien sûr, l'aurore grecque, chère à son maître Nietzsche. Et dans ce petit opuscule, Migration et hospitalité, justement, sur cette question d'une actualité brûlante, vu que nous sommes confrontés à ce déferlement migratoire, cette guerre qui ne dit pas son nom, qui nous est menée, là, des réponses sont données à tous les contradicteurs qui pourraient se faire, et surtout en connexion véritable avec notre tradition. Voilà, c'est notre vision du monde qui s'exprime. Un autre ouvrage s'intitule Au-delà des universalismes, éléments de géopolitique. Là aussi, beaucoup de choses sont dites. Pierre Chassard aussi avait l'art et le talent de créer de nouveaux concepts, pas justement pour tomber d'un jargon abscon et inabordable, mais au contraire pour justement régénérer un petit peu, renouveler notre pensée. Voilà, le dernier ouvrage que je conseillerais de Chassard, à part son Nietzsche que j'ai cité et ses deux petits opuscules, c'est un ouvrage plus volumineux, de pratiquement 450 pages, qui s'intitule Idées, théorie et doctrine, un dictionnaire critique
qui est véritablement une sorte de petit lexique qui mériterait d'être beaucoup mieux diffusé. Alors, cet ouvrage avait été édité par Bernard Mengal, qui est un païen belge, qui avait notamment animé le petit bulletin Combat païen, qui avait été édité par Robert Stöckers à l'époque. Bernard Mengal aussi avait édité de petites revues, comme dans la revue Contre-thèse, dans laquelle d'ailleurs écrivait Pierre Chassard. Voilà, donc ces ouvrages étaient édités par Mengal. Je sais que Philippe Randa en avait réédité quelques-uns, qui doit être toujours accessible. Donc je conseille vivement à nos auditeurs les plus curieux, les plus motivés de chercher à se procurer ces ouvrages, soit dans les bonnes librairies, dont on restait quelques-uns, soit en faisant des recherches sur Internet. Pierre Chassard, 2SARD. Voilà, bon, nous allons maintenant revenir à notre ami Pierrot, après cet hommage à ce penseur disparu. Alors Pierrot, comment te présenter de cette manière? Helvète. Oui. Nous avons déjà reçu des compatriotes donc, dans cette émission, que ce soit Jean-Jacques Langendorf, que ce soit Eric Werner ou ton ami Bernard Wicht, que tu vois régulièrement. Bon, mais tu es un petit peu, si je puis dire, tu me pardonneras l'expression, le pape du survivalisme dans l'espace francophone, dont tu t'es fait connaître, bien sûr, par le premier ouvrage que tu as publié aux éditions de Retour aux Sources. Il y a 5 ans, jour pour jour. Voilà. Donc, rappelle-nous le titre, Survivre à l'effondrement économique. Ensuite, tu as publié 4 autres ouvrages, et c'est le 4e qui va nous intéresser. Donc, Rue Barbare en collaboration avec Vol Ouest. Ensuite, un livre tout à fait stimulant, même pour les mâles dominants ou pas que nous sommes. Donc, Femmes au bord de la crise de nerfs. Donc, un regard féminin, en fin de compte, sur la crise tout court. La crise, bien sûr. Oui, excuse-moi. Petit lapsus dû à l'heure tardive. Tu me confonds avec Almodovar, ça va être difficile. Tout à fait. Voilà, je confesse. Lapsus révélateur. Donc, Femmes au bord de la crise, au pluriel. Femmes. Ça me fait plaisir qu'il soit apprécié. C'est un livre qui m'est très cher. J'essaie de le faire lire à mon épouse et bon, moi je l'ai pratiquement très bien. Moi c'est fait. C'est fait. Ouais. Elle avait aimé. Je t'avais envoyé un petit SMS d'ailleurs pour te le dire. Elle avait. Non, c'est. Et ça avait changé clairement son regard sur. Je suis pas un forcené, mais c'est vrai que de te lire, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses sur des réserves, sur etc., sur l'autonomie. Et au départ, je pense qu'en effet, son regard était très perplexe face à ça. Et le fait d'avoir lu ton livre a clairement changé. Il y a eu un avant et un après. Donc, c'est pour ce genre de réaction que j'écris. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage à mettre entre toutes les mains de nos compagnes, de douces et belles amies. Donc, Femmes au bord de la crise de nerfs. Et puis surtout, tu es là ce soir pour ton dernier né, donc, qui s'intitule NRBC. NRBC, je crois que certains on commence à comprendre. Nous, à l'époque, on disait que NBC. On a rajouté un R, donc nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, sous-titré « Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ». Donc, je me répète, bien sûr, paru chez ton éditeur fétiche, donc Le Retour aux Sources, là, dont le représentant attitré est présent dans ce studio. Il ne veut pas parler, il est timide, donc c'est pas grave, bon, s'il veut parler. Alors, tu l'as sorti surtout en coécriture avec Chris Millennium. Alors, si tu veux bien, avant de passer au vif du sujet, et puis surtout, on va dire le contexte qui justifie l'apparition de cet ouvrage, quelques mots seulement sur ton co-auteur, Chris Millennium. Oui, parce que le nom est improbable. En plus, même l'orthographe du nom, Chris sans H. Donc, il peut être pas très chrétien. Il y a une photo. Il y a une photo. Il y a des photos. Ah oui, en plus. Oui. Il existe. Je confirme que c'est quelqu'un qui existe en chair et en os. Chris Millennium. On aurait pu. Moi, j'aurais trouvé très sympa que ce soit Chris Falcon Millennium, mais en bon. Plus, c'est marrant parce que son visage, les traits de son visage, acéré, si je puis dire, rappelle un peu l'acteur principal de la série Millennium, aussi une série culte. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un d'une très grande compétence. Qui a été, en fait, c'est quelqu'un qui a été longtemps le chef de la cellule donc NRBC, donc pour dans le cadre du GIGN, donc le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, qui, rappelons-le, est une des forces d'élite, des forces de l'ordre françaises, et qui est non seulement mondialement reconnue et connue pour être une de ces forces d'élite extrêmement bien formées, extrêmement bien entraînées dans la lutte antiterrorisme notamment, mais qui est particulièrement mondialement connu pour être l'un des plus au point et en avance dans toutes les techniques de prévention et de traitement justement d'événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et donc, il a été le patron de cette cellule pendant plusieurs années, et il m'a contacté après avoir lu Rue Barbare, où il m'a envoyé un courriel en me disant « Pierrot, j'ai lu je suis un spécialiste nucléaire, etc. »
Et j'ai lu dans Rue Barbare ce que tu as écrit avec Vol Ouest, et si je puis me permettre, il y a 2-3 inexactitudes. Dans le paragraphe, il y avait un court paragraphe à la fois dans Survivre et dans Rue Barbare qui parle de comment on peut soigner ou traiter les problèmes liés à la radioactivité. Bon. Et il m'a dit, il y a quelques petites erreurs. Alors je lui ai dit, écoute, comme toute critique est bienvenue, notamment quand elle est constructive, donc il m'a donné 2-3 trucs. Il m'a dit, voilà, alors il s'est présenté, il a expliqué un petit peu quel était son parcours. Il a dit, écoute, moi j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Et il me semble que dans ton domaine, tu serais à même de peut-être, est-ce que tu voudrais que je te passe les infos pour que tu puisses écrire un livre qui aiderait les gens à se préparer aux événements, aider le grand public à vulgariser cette problématique et à s'y préparer. Et moi, je lui dis, mais mieux, coécrivons ce livre ensemble. Et d'un commun accord, on a eu cette idée, et puis on s'est lancé. Alors, c'était un processus assez long, 2 ans. 2 ans de travail, 2 ans de recherche pour peaufiner ce travail, car moi, j'avais 2 objectifs qui me paraissaient importants. Le premier, c'est d'être à la fois complet et vulgarisateur des problématiques et des solutions, qui sont ce qu'on a essayé de transmettre dans ce livre qui est assez dense, avec vraiment presque 500 pages. Mais en deuxième temps, aussi, de ne pas jouer ou surfer sur la peur, parce que on se rend bien compte que lorsqu'on parle, et peut-être c'est ce qui explique que ce livre cartonne de manière assez, je dirais pas inattendue, mais vraiment se vend très 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 bien depuis 1 mois et demi qu'il est sorti. Mais quand on parle de nucléaire, quand on parle de biologique, on pense à Ebola, on pense à Tchernobyl pour le nucléaire, on pense à la guerre. Chimique, on pense à Bhopal, on pense à Seveso, on pense aux attaques chimiques à l'Afja de Saddam Hussein sur les populations civiles. Enfin, ce sont des choses horribles, des choses extrêmement dramatiques qui font peur. Et moi, je me suis dit, non, un des objectifs, ça va être de, tout d'abord, démystifier toutes les idées reçues, toutes les peurs qui sont inappropriées ou qui n'ont pas lieu d'être, et en même temps, d'être réaliste, mais de ne pas avoir une approche... Et c'est une critique que je peux recevoir très très bien peut-être dans certaines de mes présentations ou de mes ouvrages précédents. Voilà, peut-être que lorsqu'on parle de ces choses dramatiques qui peuvent nous impacter, on peut peut-être, et à mon corps défendant réellement, faire peur, et vouloir faire peur pour parler de la solution. Et donc là, je dis non, je veux vraiment qu'on fasse très attention de ne pas faire peur aux gens, de ne pas aller dans une approche angoissante malgré la couverture, de ne pas avoir une approche anxiogène, bien au contraire, de démystifier et d'avoir une approche à la fois réaliste, de vulgarisation et accessible à tout un chacun, et que l'on se rende compte que quelle est la réalité des dangers, mais surtout de ne pas tomber dans le travers des risques à la Hollywood. Je trouve que de ce point de vue-là, parce que bon, nous on va évidemment aborder l'aspect technique. Déjà, je trouve que on ressent très très bien la double écriture, parce qu'en effet, il y a tout l'aspect vulgarisation qui est très appréciable, et moi j'ai appris plein de trucs. Et puis on y retrouve aussi ta patte, parce que sur la structure du livre, on y retrouve ces récits de fiction qu'il y avait déjà dans tes précédents ouvrages, et c'est très agréable parce qu'en effet, ça mélange à la fois quelque chose qui fait fiction et donc qui est facile à lire, entre guillemets, et puis du technique, du pointu. Bon. Mais là où je trouve que vous êtes dans l'air du temps, c'est évidemment non seulement on y reviendra sur les menaces elles-mêmes que vous abordez, mais sur le fait qu'à un moment, il y a un constat simple, hein, d'ailleurs je ne sais pas qui a écrit l'introduction. C'est Dimitri Orlov. Oui, non, mais ensuite, alors pas l'introduction, pardon, mais la préface. La préface, c'est Dimitri Orlov. Dimitri Orlov. Alors, d'accord. Alors, les deux. Qui est auteur des 5 stades de l'effondrement, qui est sorti au Retour aux sources. Mais en fait, pointer quelque chose qu'on ressent bien et moi j'ai pu lire dans d'autres livres. Je pense par exemple. Tu parles de l'introduction, hein, Jean-Louis. Ouais, l'introduction. Je pense par exemple à l'âge des Low Cost, donc qui est sorti chez La Découverte, ou même à nos amis du Comité Invisible, oui. Sur le fait de pointer qu'on est pieds et poings liés. Avec nos experts, des experts qui en effet ont pris une place absolument phénoménale, qui font qu'en effet,
Ces sociétés, c'est devenu une antienne de le dire, hein, c'est très banal de dire que c'est des sociétés complexes, etc. Oui, mais la complexité en soi n'est pas un problème. Je pense que toute époque a eu son sentiment de complexité. Mais là, en effet, on a une dépossession par rapport à ces technologies qui sont celles donc, que contrôlent les experts, qui font que c'est paralysant non seulement là actuellement, mais c'est paralysant aussi, c'est ce qui était dit d'ailleurs dans À nos amis, sur éventuellement une volonté de transformation sociale. C'est paralysant en effet pour imaginer un autre modèle de développement que celui dans lequel on est et qui nous emmène droit dans le mur. Voilà, ils occupent une place qui est devenue absolument terrible. Et le livre, un de ses intérêts, c'est justement de démystifier, tu le disais, ça, et de dire, voilà, oui, c'est des choses techniques, c'est des choses difficiles, complexes, mais qui ne sont pas incompréhensibles. Mais il contribue surtout à favoriser notre autonomie dans ce domaine. Oui, tout à fait. L'autonomie de la connaissance. En plus, c'est vrai que je dois, notre métier d'ailleurs nous y porte à souligner les qualités didactiques de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est vivant, qui est passionnant, et surtout cette formule aussi des encadrés, sans parler des scénarios qui sont offerts. Là. Donc vraiment, c'est vrai que le sujet, au premier abord, c'est aride. NBC, j'ai pas une centrale nucléaire à porter, ou alors, Ebola, c'est loin. Ça, c'est le premier réflexe de base, en fait, de compte des citoyens urbanisés postmodernes que nous sommes. Et en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir vraiment sans s'étendre pour se dire que, mais non, en fin de compte, ces dangers, ces périls, ces possibilités, ces hypothèses, elles sont plus d'une actualité brûlante, c'est autour de nous, c'est dans le monde qui nous entoure. Et là, ça contribue à la fois à démystifier, comme tu dis, et surtout à rendre accessibles ces connaissances de base. Parce que c'est pareil, comme Jean-Louis, j'ai appris énormément de choses. Nous ne sommes pas des scientifiques de formation, mais nous essayons de développer une curiosité universelle. Dans la démarche transdisciplinaire qui est la nôtre. Donc vraiment, c'est un ouvrage remarquable, ce sens-là. Et tu développes avec Chris une connaissance un petit peu multivectorielle dans tous ces domaines-là. Alors justement, avant de rentrer peut-être dans le corps de l'ouvrage, je suis d'accord avec moi Jean-Louis, je crois que aussi il faut souligner que cet ouvrage, il s'inscrit dans un cadre général, dans un contexte général, dans lequel s'inscrit également donc la plupart de tes ouvrages ou au nombre d'ouvrages qui sont édités par le Retour aux sources, c'est-à-dire cette notion d'effondrement, en quelque sorte, ce contexte de l'effondrement. On pourrait presque dire que l'effondrement il est dans les têtes quelque part, il est dans les têtes d'une part, et d'autre part, c'est impossible, mais qui est plus que jamais présent dans le truc. Moi, c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de cette perspective, je fais allusion notamment dans un domaine, une grille de lecture qui nous est chère, c'est le domaine du cinéma et de la télévision. Il n'y a jamais eu autant de longs métrages et de séries télévisées qui, à un degré ou un autre, mettent en scène des scénarios d'effondrement et les réactions d'individus lambda, si tu veux, amener à réagir dans des situations vitales. Une première série, on parlait de série, une première qui me vient à l'esprit, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, tu pourras avoir un produit, c'est The Walking Dead. Oui. De certaine manière, moi je crois que les zombies ne sont qu'un alibi. Par contre, enfin, je ne sais pas ce que d'abord, moi je trouve qu'il y a une certaine vérité dans la mise en situation des personnages et de leurs réactions justement qui sont graduées d'ailleurs, qui vont en évoluant au fil des saisons. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu, développer un peu justement sur ce contexte particulier, sur ce Zeitgeist, comme diraient nos amis allemands? C'est très pertinent de parler de l'imagerie, donc de Hollywood, de ce que les séries et le cinéma, évidemment, nous montrent aujourd'hui. On avait parlé la dernière fois de séries comme Jericho, comme effectivement aujourd'hui Walking Dead, mais aussi plein de films. Et aussi parce que non seulement aujourd'hui, mais dans le passé, c'est les films apocalyptiques ou de grandes catastrophes, depuis de nombreuses années, au-delà de jouer à se faire peur. Et donc, en ce sens, ils ont un aspect cathartique de nos peurs fondamentales de la technologie du monde moderne, parce que l'un des points que fait relever, justement, dans la préface Dimitri Orlov, c'est que toutes ces technologies liées au nucléaire, bien sûr, radiologique, dans une moindre mesure le biologique, car comme son nom l'indique, il est dans la nature, mais également le chimique, nous entourent. Mais ces grandes technologies sont dépendantes d'un monde qui fonctionne très bien. Et la question qu'on se pose, et on le voit de plus en plus, que ce n'est pas le cas, la question c'est est-ce que ce monde va pouvoir fonctionner parfaitement, correctement, longtemps, pour longtemps.
Et de plus en plus, la réponse semble être hasardeuse. Voilà, surtout que sur le plan philosophique, nous sommes aussi dans un contexte d'effondrement du mythe du progrès. Ah oui. Un défendement certes salutaire, mais c'est vrai que c'est concomitant un petit peu de se revenir avec tout ça. Et Hollywood a façonné, et le cinéma en général a façonné aussi notre approche je mentionne pas mal de ces films, notamment par exemple le film très connu de Kubrick, Dr. Folamour, Dr. Strangelove, par rapport à la guerre nucléaire, mais aussi des films plus récents ou dans la littérature. Il y a eu plusieurs périodes en fait. Moi, je ne sais pas, tu dois te souvenir, dans les années 70 notamment, il y a eu toute une vague de films dystopiques, Soleil vert, de Richard Fleischer, par exemple, La planète des singes. Exactement. C'est un défi à la technologie, mais en même temps, ça a façonné une approche, parce que justement, il y a souvent, lorsque j'ai testé, je parle à mes proches, je leur dis, voilà, je suis en train d'écrire un livre sur les risques nucléaires. La réponse, c'est de dire, ouais, mais de toute façon, je m'en fous, parce qu'on ne peut rien faire. C'est trop tard, s'il y a une guerre nucléaire ou s'il y a un virus, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Et moi, se baisser les bras en tant que père de famille, je ne peux pas l'accepter. Et je me suis dit, mais non, mais ça, tu dis on ne peut rien faire parce qu'on t'a montré des films apocalyptiques où tout le monde meurt. Mais est-ce que c'est vraiment la science? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passerait? C'est une question ouverte. Je n'avais pas la réponse au début de cette aventure littéraire et de recherche. Et puis, il y a ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est aussi le fait que les gens se disent de toute façon, ça n'arrivera jamais parce que tout va bien. Et puis, on sait très bien que les accidents nucléaires, ça n'arrive pas. On sait très bien que... Nos centrales nucléaires sont les plus sécurisées du monde, etc. Voilà, Tchernobyl, ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Et donc, il y a aussi l'effet inverse, c'est de dire non, mais on a une confiance aveugle dans le progrès, on a une pensée magique qui fait que de toute façon, tout ira bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes dans un contexte où parfois la réalité dépasse la fiction. Je ne crois pas qu'il y ait des films qui aient montré des gens prendre un camion et foncer dans la foule. Alors que la réalité nous montre que c'est déjà arrivé, que ça arrivera, et que malheureusement c'est arrivé cet été. Depuis la dernière fois, je crois que la dernière fois où nous sommes rencontrés, c'était nous avons enregistré l'émission le jour de Charlie Hebdo. Oui, exactement. Donc ça fait, j'espère qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui, sinon c'est moi qui porte la poisse. Mais c'est tout à fait, il s'en est passé des choses en France, par exemple. Mais il s'en est passé des choses en Libye, il s'en est passé des choses en Syrie depuis, et en Ukraine, et ailleurs. Et on sent que... Et c'est vraiment je pense que tous les auditeurs se rendent compte que, ne serait-ce que il y a une angoisse générale qui amène aussi à un instinct, à mon avis, c'est un instinct de survie réellement, qui fait que les paroles commencent à se délier, et peut-être bientôt les actes. Et que nous sommes dans une phase très incertaine, une époque pivot, qui peut nous amener dans des réactions à l'immigration massive, qui est une véritable invasion, à ces hésitations identitaires que nous ne savons plus définir, parce qu'aujourd'hui les gens ne savent plus où ils en sont. Aujourd'hui on se définit par les tatouages que l'on a, par la coupe de cheveux, par les modes, et on sent bien que c'est insuffisant. On sent bien qu'il y a une question identitaire chez les Européens, une question identitaire chez les non-Européens qui vivent en Europe, des questions identitaires chez les ruraux, chez les citadins. Et je sais, c'est un dialogue qu'on peut avoir là-dessus, mais j'ai cette intuition, j'ai ce sentiment en écoutant et en observant les gens autour de nous, et ça se reflète effectivement dans la création artistique sous la forme, pourquoi pas, de séries télé, de cinéma, mais aussi littéraire. La littérature. Il y a quelques jours est sorti Guérilla de Laurent Oberton, mais succès phénoménal d'ailleurs. Grand succès, mais ce n'est pas le seul livre dans ce thème en France. Il y en a d'autres. Aux États-Unis, ces livres sont la quantité de livres entre guillemets survivalistes qui décrivent un effondrement de la société américaine. En ce moment, aux États-Unis, c'est des centaines et des centaines de livres qui sortent chaque année sur ce thème. Les élections que nous vivons en ce moment aux États-Unis, enfin la phase terminale des élections entre... c'est la phase terminale. Oui, c'est clair. Je pense que on a vu le troisième débat d'ailleurs, Clinton-Trump. Très bien trouvé. Je l'ai raté hier soir. Ça voulait pas très haut. Aujourd'hui, Clinton montre que nous sommes dans une phase d'angoisse et de fébrilité, avec des rumeurs de guerre, dont on pourra peut-être parler, puisque qui dit guerre aujourd'hui entre des grandes puissances implique l'hypothèse du nucléaire, et pas que. Voilà, nous sommes dans une période très incertaine, très difficile, et qui, en ce qui me concerne, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais j'ai vraiment ce sentiment que nous sommes dans une phase d'effondrement. Alors, l'effondrement moral, l'effondrement des valeurs, l'effondrement de l'identité, il s'est déjà passé depuis un moment, il est consommé. Il reste plus que, justement, ce que j'appelais il y a 5 ans, l'effondrement économique. Il ne reste plus qu'une chose qui fait tenir
c'est cette économie globalisée, très efficiente, juste à temps, où il n'y a plus de stock, il n'y a plus de... Tout est à flux tendu. Et il ne manque plus qu'une crise importante, qu'elle provienne des finances, qu'elle provienne de la guerre civile, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce mot personnellement. Non plus, je pense qu'il il est inexact. Ouais. Il est inexact. Enfin, en tout cas, on peut avoir des troubles sociaux, on va dire ça comme ça. On peut avoir une ingénierie sociale qui dérape. On peut avoir pas mal voilà, le déclencheur de la phase finale. Alors là aussi, c'est un mot qui est peut-être pas exact. De cet effondrement pourrait venir très bientôt, très vite, ou pas. Mais en tout cas, on n'a pas senti depuis 5 ans une situation si fébrile. Non, puis il y a une accélération. C'est vrai que, on se souvient des événements qui avaient aussi frappé à l'époque les esprits qui nous avaient projeté notre période. C'était bien sûr les événements consécutifs au 11 septembre. Mais là, on voit que nous sommes passés d'un autre rapport. On est passé dans une autre période, quoi. Par rapport à cette accélération, c'est vrai que c'est lourd de questions. Tu parlais tout à l'heure de guerre nucléaire. C'est vrai que je sais pas. C'est vrai qu'on fait monter la sauce des deux côtés. On se souvient qu'il y a eu des grosses alertes en 62, notamment avec la crise des missiles à Cuba. C'est vrai que dans la résosphère, on a souvent sur certains blogs, on a des articles alarmistes. Moi, j'aurais tendance à dire que on fait monter la sauce. Mais que, je ne lis pas non plus dans le mar de café. On ne sait pas aussi ce qui va accoucher donc, des élections américaines. Si on a la belliciste Clinton, c'est vrai qu'elle n'a rien pour assurer. Maintenant, là aussi, entre la candidate et celle qui est aux affaires, on peut aussi se dire qu'on n'a pas totalement de docteur full amour dans les états-majors respectifs des grandes puissances. Maintenant, oui, il y a toujours l'imprévisible, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on agite le spectre un petit peu d'une confrontation nucléaire. Certains en jouent parce qu'en fait de compte, c'est leur atout. Dans le discours, par exemple, du pouvoir russe, c'est vrai que c'est pas nouveau. Depuis l'annexion de la Crimée, on a bien déjà montré l'unique, mais c'est aussi un atout de la Russie. C'est sûrement le seul atout de grande de la Russie, d'avoir préservé un arsenal nucléaire en état de fonctionnement et dissuasif, surtout le plus grand de la planète. Mais voilà, après, ça fait partie aussi du jeu diplomatique, du jeu de poker plutôt que d'échecs. Moi, j'ai tendance à décrire Poutine comme un joueur de poker assez talentueux, pas comme un joueur d'échecs, plus un tacticien qu'un stratège. En face, également aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en est d'actions réfléchies au sein du Pentagone, ou alors d'un aventurisme, d'un bellicisme qui tombe dans l'hubris. Là aussi, c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes confrontés à un flot d'informations contradictoires et qu'il est difficile d'essayer de tenir une position juste. Il y a toujours cette part d'inconnu aussi. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, ou plutôt des démiurges. Voilà, des démiurges, exactement. Tu as trouvé le mot juste, et des démiurges qui concoctent. Tout à fait. Mais voilà, on est vraiment dans cette phase d'imprévisibilité de l'histoire, dont parlait très justement notre ruité Dominique Vénère. Oui. Et une large gamme de possibles nous est offerte de cette manière. Ceci étant, moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, parce que ça m'a rappelé des événements auxquels je m'étais intéressé à l'époque, et puis qui sont après qui disparaissent, quand bien même il n'y aurait pas effondrement. Quand bien même. Mm-hmm. Et ce qui, en effet, est peu probable, mais bon. Mais souhaitable. Oui. Quand même. Oui, de toute façon, la pire des politiques, la politique du pire est toujours la pire des politiques, comme on dit. Mais quand bien même, de toute façon, on est quand même dans des sociétés où, en effet, l'imprévisible, justement parce qu'on est des sociétés très policées, l'imprévisible est là. Et dans ces domaines-là, dans les domaines que vous traitez avec Chris Millennium, l'imprévisible est fondamental. C'est par exemple le récit que tu fais de ce qui s'était passé au Brésil, à Goraia. Ah oui, c'est... Et qui m'a rappelé un événement. Mes parents habitaient Dijon. Et à Dijon, une petite source, une petite pile nucléaire pour traiter les cancers du col de l'utérus avait disparu. Ça avait été éjecté, il y avait un ressort. Et en fait, la source avait été éjectée. Ils ont, pendant une semaine, c'était pareil, à peu près à la même époque que Goraia, c'était à la fin des années 80, ils avaient fouillé les décharges municipales, ils avaient lancé un appel
pour dire attention, si vous avez ça dans la poche, il faut absolument le ramener, etc. Bon, on peut rappeler rapidement l'épisode de Goraya. Rapidement, parce que c'était Goraya, Pierrot. Mais en fait, c'est effectivement dans la partie radiologique qui a effectivement été rajouté au sigle NBC pour devenir NBC. En fait, qui aujourd'hui, dans le jargon militaire, il faut aussi rajouter le E, qui serait explosif, mais bon, ça faisait beaucoup trop dans un livre. Mais oui, en fait, il est arrivé, donc c'est une histoire qu'on relate, sur un chantier, un ouvrier trouve une petite pièce qui brillante par terre, et se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Il la met dans sa poche, et puis il l'oublie. Et le soir, il se sent pas très bien, il va se coucher. Sa femme prend ses pantalons dans lesquels il y a cette petite pièce, les plie, les pose sur la table. Lui se couche. Et puis, au milieu de la nuit, sonne à la porte le directeur du chantier qui vient le voir en disant, voilà, écoutez, on a un souci, on a perdu une pièce importante du spectromètre que l'on utilise sur le chantier. Est-ce que vous l'auriez trouvé ? Et donc, cette femme, au milieu de la nuit, elle dit oui, mon mari est malade, il a trouvé quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bref, en fait, effectivement, il avait trouvé cette minuscule petite pile qui est je me souviens plus si c'est du cobalt ou je crois que c'est du césium. Césium, tout simplement du césium, voilà, radioactif, qu'on l'on trouve effectivement dans les machines à rayons X, que l'on trouve dans certains hôpitaux, etc. Et qui a eu comme résultat que le lendemain, aux urgences à l'hôpital, on a dû lui amputer d'une jambe. Ouais, une nécrose des tissus. Je crois que sa fille est morte pour avoir joué avec la poudre. Oui, c'est ça, la poudre s'est répandue, ils en ont retrouvé dans les décharges municipales. Ils ont dû traiter des milliers de tonnes de terre autour du chantier parce que les radionucléides qui sont sur qui se sont 3500 mètres cubes de déchets contaminés, quoi. Gigantesque. 7 maisons complètement détruites, 86 maisons contaminées. 112 000 personnes contrôlées. Alors, certes, c'est moins spectaculaire qu'à Tchernobyl, évidemment, et beaucoup moins important, mais ce sont des éléments que l'on trouve dans toutes les villes, dans tous les hôpitaux, sur des grands chantiers. De radiologie, des établissements hospitaliers. Et ça, c'est l'imprévisible. Et l'imprévisible, pour le coup, je le trouve relativement certain. Enfin, il parcourt nos sociétés bien encadrées, bien policées. Et quand bien même il n'y aurait pas effondrement, je trouve que de toute façon, par ces événements-là, en effet, on est sur un cas de figure où il vaut mieux avoir la connaissance, de toute manière. Tout à fait. La connaissance est l'élément que l'on voulait déclencher, parce que finalement, quand ce genre d'événement peut arriver, et certains sont peu spectaculaires, mais assez fréquents, d'autres sont immensément spectaculaires, mais fort heureusement très très peu probable. La guerre nucléaire, l'explosion d'une centrale nucléaire, ce sont des choses qui sont très peu probables. En revanche, l'accident chimique arrive très régulièrement et potentiellement peut arriver à très petite taille chez soi. On a des produits chimiques à la maison, etc. Mais nous habitons souvent, fréquemment, beaucoup de gens habitent près de stocks d'hydrocarbures, stocks de produits chimiques. Axe de communication. Axe de communication, chemin de fer, route, ou transit à toute heure, parfois à des heures de grand trafic et parfois en dehors des normes de sécurité légales, des produits dangereux qui peuvent se déverser. C'est arrivé chez moi en Suisse à quelques kilomètres d'où j'ai ma ferme, enfin quelques dizaines de kilomètres de ma ferme, où un train transportant du chlore a déraillé l'année dernière. Bon, eh bien, ça a impliqué une centaine de maisons évacuées, etc. etc. Alors, ça reste contenu, ça reste sur une petite surface. Il n'y a pas, et fort heureusement, il n'y a pas tous les jours un Céveso ou un Bhopal. Bhopal, c'est des dizaines de milliers de gens malades, c'est des milliers de morts. Ça peut arriver, et nous sommes dans un monde hyper technologique qui comporte des dangers que parfois nous oublions, envers lesquels nous sommes dans le déni. La compréhension des risques fait partie de toute préparation, et j'ajoute que fait partie du rôle d'un adulte responsable. Et c'est ce que j'explique toujours quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est que le survivalisme. Moi je dis, être un survivaliste, ce n'est ni plus ni moins qu'être un adulte responsable. Et un adulte responsable prévoit les risques que lui et sa famille peuvent subir et s'y prépare en conséquence. Ce n'est pas être un fou furieux, paranoïaque, armé jusqu'aux dents dans sa cabane au fond des bois. Ce n'est pas non plus être terré dans un bunker en craignant l'invasion des extraterrestres ou la guerre nucléaire globale.
c'est être raisonnable, mais être raisonnable, c'est ne pas être dans le déni de ces risques, au contraire, c'est de les concevoir et calmement, sans anxiété, sans peur, travailler. J'espère que c'est le message que j'essaye de passer, c'est que justement il faut être posé et sans crainte irréaliste, préparé, et donc comprendre la nature de ces risques, qu'ils soient justement nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, nous permet d'avoir les bons comportements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à part, évidemment, si on est devant la cuve de chlore qui s'éventre ou à l'épicentre d'une frappe nucléaire, où là, évidemment, les chances de survie sont nulles, dans l'immense majorité des cas, des événements probables, y compris des événements improbables, déjà comprendre ce qui est en train de se passer fait l'immense différence entre éviter de faire des conneries et donc peut-être mourir, et évidemment la survie, mais aussi d'une bonne préparation qui est un tout petit peu matérielle, mais essentiellement comportementale. Parce qu'on peut voir que, par exemple, la cave est un excellent protecteur en cas de problème nucléaire, mais un très mauvais protecteur en cas d'éléments chimiques. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire en cas de problème chimique, c'est plutôt monter en hauteur, puisque les produits chimiques ont tendance à être plus lourds que l'air. Voilà, c'est un exemple tout bête, et je ne voudrais pas résumer des centaines de pages comme ça en quelques phrases, mais la préparation ne peut se faire que dans la connaissance. Et donc la connaissance nécessite un peu de curiosité, un peu de lecture, de compréhension. Et j'espère que d'ailleurs c'est tout à fait accessible à tout un chacun et qu'au contraire, ça va répondre aux questions de ceux qui se disent de toute façon on ne peut rien faire, on va tous mourir. Parce que ça, c'est une approche qui, d'une part, qui est fausse, irréaliste, et puis un petit peu bête. Compréhensible, hein, je comprends ceux qui me disent « Ah, mais de toute façon, s'il y a une guerre, on va... » Non, attends. Réfléchis, regarde ce que tu peux faire. Et à l'autre extrême, ceux qui disent « Je m'en fous parce que de toute façon, tout va bien. » Et bon, ça, je vous avoue qu'en 5 ans, les détracteurs de mon travail de préparation des gens sont de moins en moins nombreux, puisque aujourd'hui, il faut être un peu aveugle pour se rendre compte que l'effondrement et de toute façon les situations difficiles, elles sont là, elles sont visibles. Mais est-ce qu'on ne paye pas deux choses, Pierrot, par rapport à ces questions-là, hein? Pas par rapport à la question de l'effondrement, enfin, préparation, ça, mais vraiment sur la question nucléaire, bactériologique, etc. Deux choses qui sont, d'une part, le fait qu'on a quand même très largement évacué sur d'autres pays le traitement industriel de tous ces polluants lourds, de toutes ces activités. Aujourd'hui, on a des activités industrielles propres, hein, qui donnent l'impression que tout va très bien, alors qu'en fait, on s'est très largement débarrassé en Afrique et en Asie de tout ce qui était potentiellement dangereux pour nous, ou très polluant pour nos sociétés. Et d'autre part, finalement, tous ces temps de préparation qu'il y a eu dans les années 60, 50, 60, 70 même, avec justement, tu en parlais, des gars au fond de leur bunker qui attendaient la guerre nucléaire, qui ont dépensé énormément d'argent dans des préparations qui finalement ont été inutiles. Est-ce que ça n'a pas, d'un certain côté, invalidé ou en tout cas torpillé justement ou rendu ridicule, entre guillemets, hein, j'utilise pas, là, pour le coup, c'est pas du tout mon point de vue. Mais ridicule, en effet, ces efforts de préparation en disant vous voyez bien, pendant des années, ils se sont préparés. Et puis finalement, un petit peu ce qu'on voit dans The War Game de Peter Watkins, qui est, pour le coup, je trouve, pour les années 60, un docu-fiction que je conseillerais à tous nos auditeurs. Comme tous les films de Watkins, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, qui montre bien un moment, d'une part, l'impréparation des autorités qui, en fait, se sont mis... dans le docu-fiction, se mettent à vendre, à distribuer gratuitement une petite brochure qu'ils vendaient auparavant, avec des conseils sous forme de tas de sable, qui sont irréalisables et pour des sommes pas possibles. Et puis voilà. Et donc, est-ce que finalement, on ne paye pas aussi ça, cette guerre froide qui, heureusement pour nous, n'a pas eu lieu? Alors, oui, en partie. Mais alors, tout d'abord, je qualifierais surtout sur le fait que ce sont souvent les médias qui transmettent dans l'imaginaire du public une préparation qui n'existe pratiquement pas, ou qui a peut-être existé, mais qui était extrêmement marginale déjà à l'époque et qui est aujourd'hui quasiment inexistante. Ce mythe du type terré dans son bunker attendant la fin du monde, où le gars, s'il existe, il est peu fréquent et il est certainement montré par les médias dans ces séries un petit peu spectaculaires. Surtout aux États-Unis, surtout d'Amérique du Nord. Oui, et puis ce sont souvent des Américains. Et c'est vrai que d'ailleurs, moi je crois que l'une des raisons du succès quand même
plusieurs. Je ne sais plus combien on doit être, toutes langues confondues, on doit être pas loin de 100 000 exemplaires de mon premier bouquin qui sont vendus. Une des raisons du succès, c'est justement une approche qui est raisonnable, une approche qui est basée sur le fait que quoi qu'il arrive, tendre vers l'autonomie, c'est de toute façon augmenter sa liberté, augmenter sa capacité à ne plus dépendre d'un monde qui est, on va pas le répéter en long en large, mais qui est aliénant, qui est destructeur, qui est déstructurant. Le nombre de qualificatifs négatifs est long. Et qui nous rend finalement des esclaves de la matrice, de la méga-machine, on peut l'appeler comme on veut, mais de ce système qui n'est pas sain pour nous, dans tous les sens du terme. Et que finalement, cette approche d'autonomie, eh bien, quand bien même il n'y a pas d'effondrement, chose qui devient malheureusement de moins en moins... Parce que vraiment, je ne le souhaite pas, l'effondrement, parce que je me rends très bien compte du niveau de souffrance que ça va impliquer, et surtout de la loterie, même pour les gens qui se préparent... se préparer n'est pas une garantie. Donc je me rends bien compte que même pour moi, certes dans mes montagnes suisses, certes avec beaucoup d'efforts dans la préparation, ce n'est pas une garantie que dans le chaos qui peut venir, je n'ai pas une horde de chance pour la France qui se débarque, ou d'autres. ou de malchance, peu importe, qui se surtout que c'est déjà le cas, parce qu'il y a quand même des razzias, assez régulièrement à Genève, de gens qui viennent à Genève ou à Lausanne de CPF qui en effet remontent de la région lyonnaise. Mais il n'y a pas beaucoup de morts d'hommes pour l'instant, mais ça changera. Donc oui, ça c'est une réalité, et donc j'espère montrer que avec cette préparation, d'abord c'est pas une vie radicalement forcément différente, on n'est pas obligé de vivre comme un ermite, on peut tout à fait combiner et harmoniser une vie entre guillemets normale dans le monde d'aujourd'hui, tout en ayant un préparatif. Vous savez, la plupart des gens qui viennent me voir me disent, voilà, j'ai commencé aujourd'hui une séance de dédicace. Les gens me disaient, voilà, j'ai lu votre livre seulement il y a une semaine, j'ai déjà commencé, j'ai mis de côté 2-3 boîtes de conserve, je me suis acheté un pot pour mettre sur mon balcon, je vais commencer à faire des tomates l'année prochaine, bien que je sais que c'est illusoire, mais ça m'apprendra. Voilà, ce sont des petites démarches minuscules parfois qui démarrent un changement qui est d'abord mental, qui est d'abord de se dire, mais au fond, oui, je me rends compte que ce monde, il est fou. Ce monde est fragile. Ce monde n'a pas de sens. Et qu'ils arrivent en mettant le pied à l'étrier dans l'action à démarrer un processus long qui peut-être va complètement changer leur vie et qui, je l'espère, en tout cas c'est mon cas, va donner un cadre de vie qui en fait devient plus agréable, plus sain, et qui donne un sens dans l'enracinement, dans l'identité, dans l'amitié avec ses voisins, avec ses amis, avec la bonne bouffe, avec la bouffe qu'on a produite soi-même, qui est différente que cette image du bonheur qu'on essaie de nous vendre par effectivement l'ingénierie sociale, mais aussi par l'idéologie du progrès. Si tu permets, Giorgio, Pierrot, excuse-moi, je suis fatigué. Tu me donnes l'occasion de faire une petite digression qui est totalement en lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui ressort de tes ouvrages, c'est une approche mesurée. Pour nous, le sens de la mesure est quelque chose de fondamental, c'est la base de notre philosophie, au contraire, le rejet de l'hubris, de l'excès. Ça m'a fait penser à un joli film que j'ai vu aujourd'hui, un peu en préparation de cette émission. Jean-Louis peut-être voit de quel film je veux parler, c'est Capitaine Fantastique, de Matros, avec notre cher Viggo Mortensen, qui a incarné un magnifique Aragorn. Ah oui, très bon acteur, surtout qu'il arbore un magnifique marteau de Thor. Je l'ai rencontré. Lui. Ah oui, tu l'as rencontré. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film ou pas. Pas encore. Pas encore. Mais écoute, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est la question qui est posée dans ce film. C'est-à-dire, en fin de compte, bon, je ne vais pas raconter le film en entier, mais quand même au moins poser les bases du synopsis, c'est-à-dire une famille qui essaie de vivre en marge. Une famille d'un père avec ses 6 enfants, la mère qui est hospitalisée. Donc ils vivent dans les montagnes, on suppose qu'on est sûrement dans les Rocheuses. Et là, en fin de compte, le père essaie de leur prodiguer une éducation qui se base sur la philosophie de la politique de Platon. Alors bien sûr, le scénariste a glissé quelques éléments politiquement corrects pour pas qu'on les prenne pour de vilains suprémacistes blancs. Hein. Donc on cite du Noam Chomsky, quelques livres marxisants, etc. Bon, un peu sur la mode un peu de certains dissidents. Quoi, ils n'ont pas un enfant noir adopté? Non, par contre, c'est tous des leucodermes version nordique, les gamins. Et alors, en fait, bon... Éducation à l'ancienne. Quels égoïstes. Il y a une dimension survivaliste dans l'éducation, justement. Sport, autodéfense, autonomie,
autosuffisance donc alimentaire, pas de télé, pas d'artefacts technologiques, une immense culture. Donc on voit les gamins qui feuillettent, l'un qui est en train de lire Les Possédés de Dostoïevski, l'autre qui lit un traité d'économie ou du Max Weber, etc. Donc, et puis, donc ils vivent un petit peu à part comme ça. Et puis, bon, par un concours de circonstances, c'est-à-dire le décès de la mère, ils vont être amenés à être reconfrontés à la belle famille et au monde consumériste moderne qui lui rejette en bloc. Donc il y a un choc et en fin de compte, le film montre la difficulté de trouver un juste milieu. Que ce soit de leur part, parce que là aussi, il y a l'idéal proclamé d'autonomie et de liberté, mais aussi il y a l'ambiguïté de la figure du père qui peut se muer en despote malgré lui. Alors, d'ailleurs, ça me rappelle aussi un autre film que peut-être certains d'entre vous ont vu, peut-être les plus vieux d'entre nous, le film de Peter Weir, Mosquito Coast, de 1987, excellent avec film. Harrison Ford. Pareil, là aussi, une sorte d'utopie familiale où un père de famille qui rejette le modèle consumériste industriel américain s'expatrie au Panama, avec sa famille, dans la jungle. Et c'est un désastre. Et voilà, c'est un désastre, tout à fait. Et là, on voit cette notion de débris, il en fait trop. Et il est totalement prisonnier de son utopie qu'il impose à toute sa famille. Il y a aussi le film de Sean Penn où il y a ce retour à la nature qui est également un désastre. Into the Wild. Into the Wild, oui. Là, bon, c'est plus une quête individuelle. Oui, là, on a quand même la dimension familiale. C'est-à-dire, en fait, voilà, le fait de... en fin de compte, le plus, c'est l'ennemi du bien, d'une certaine manière, dans ce domaine-là. Et le film est intéressant parce qu'il montre justement ce questionnement qui intervient à travers plusieurs événements dans le déroulement du récit. Et on a la thèse et l'antithèse et on accouche d'une certaine synthèse. Le film a un ton en plus doux amer qui le rend vraiment sur un mode road movie avec plein de références. Donc c'est vraiment un film que je conseille vivement, mais surtout qui rentre dans cette... C'est aussi l'idée d'abord d'essayer de trouver une alternative en marge de ce monde qui nous aliène. Et d'autre part, la dimension aussi survivaliste. La survie, elle se fait non seulement, bien sûr, au niveau de l'apprentissage de techniques de combat, de survie dans la nature, etc., mais la survie mentale, la survie psychologique, la survie même spirituelle, sur une manière. Rien n'était évadé. Donc c'est vraiment un film qui évite des fois certains excès aussi qu'on peut voir dans les films hollywoodiens où, bon, on le sait très bien, il y a ce côté manichéen qui est parfois trop appuyé. Donc c'est vraiment un film que je conseille vivement aux auditrices et auditeurs de notre vieille émission, même si, voilà, ils remarqueront qu'il y a quelques éléments de langage, quelques références qui ont été glissés pour ne pas non plus, voilà, que l'on taxe le film, parce qu'effectivement, voilà, il cite Noam Chomsky, mais bon, quand on voit l'éducation hygiéniste, virile qui est donnée à ces gamins, bon, on pourrait très vite le taxer. Oui, puis encore, Chomsky n'est pas le pire des intellectuels américains. Tout à fait. Mais bon, on sent quand même, voilà, on a rajouté ça pour pareil, on le voit au moment d'abord un t-shirt Jesse Jackson sur son ventre de Thor. On sent que voilà, c'est des confessions pour pas qu'on ait mis Buchanan ou un autre, d'une certaine manière, quoi. Voilà, je te redonne la parole, Pierrot. Mais non, certainement, et c'est vrai que cet équilibre, le cosmos cher à nos ancêtres grecs, entre autres, est un élément important. Et peut-être c'est ce qui fait que justement mes livres résonnent plus avec un public d'ailleurs plutôt européen en général. Et en tout cas en France, en Suisse, dans la francophonie, ça a bien pris. Alors c'est sûr que NRBC se veut un livre à la fois, comme je disais tout à l'heure, ambitieux par sa vulgarisation et son explication à la fois des risques et des solutions, mais un livre qui complète peut-être Rue Barbare et certainement Survivre qui sont précédents, en allant plus loin dans ce domaine qui touche potentiellement tout le monde. Et en même temps, effectivement, j'ai voulu le structurer, ça c'est un souhait personnel, qui est un peu de le structurer comme mes précédents livres, avec tout d'abord effectivement des chapitres qui sont liés aux risques et ensuite aux solutions, avec, je suis un peu un fanatique des petites citations que je glane par-ci par-là, et que j'espère être à propos et qui illustrent parfois de manière un peu cinglante le propos du chapitre, mais aussi de les conclure par des petites fictions. D'ailleurs, Chris Millennium a une très très bonne plume, et il est l'auteur de plusieurs de ses fictions. Enfin, c'est un travail évidemment à quatre mains, mais il a également il a aussi contribué à l'approche littéraire. Il n'a pas eu qu'un rôle il est vraiment un co-auteur en plein de ce livre, et il a une très bonne plume, je trouve.
Et donc cette approche va dans le sens de ajouter, de compléter une démarche supplémentaire de la préparation. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, on pourra aller peut-être dans le détail tout à l'heure, c'est que la manière de se préparer à ces risques, parce qu'elle est tout d'abord dans le comportement, donc dans la compréhension de ce qui arrive et dans le comportement, en fait, elle est très très faible au niveau matériel. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas imaginer que je vous conseille, que dans ce livre, on va vous conseiller d'avoir une tenue... une combinaison militaire avec... voilà, on a montré différents niveaux de matériel, mais on le dit clairement que le niveau extrême est vraiment du matériel pour des professionnels qui vont aller volontairement dans des zones à risque ou volontairement dans des zones contaminées. Mais on le dit bien que si vous avez une cave remplie de migrants atteints d'Ebola, vous n'allez pas y aller. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous acheter une tenue pour aller dans la cave, pour récupérer je ne sais quoi, parce que vous avez oublié votre portefeuille. Vous n'y allez pas, point. Et donc le comportement est important. C'est là où tu l'avais oublié. Mais en revanche, des simples gants, des simples protections oculaires, des simples masques respiratoires que l'on trouve à 5 € dans un brico-loisir, c'est déjà énormément de protection pour ne serait-ce qu'un incendie chez vous, sans aller dans l'attaque au gaz sarin des djihadistes de Daesh. Enfin, il y a un très grand risque que vous ayez un incendie et que vous ayez à peut-être, oui, retourner chez vous, sortir votre gosse et effectivement avoir dans la boîte à gants de votre voiture des lunettes de protection, ne serait-ce que des lunettes de plongée, mais les moins chères, c'est encore moins cher des lunettes de protection de bricolage qui sont étanches, avec un petit masque, va vous permettre de tenir 3-4 minutes dans un environnement rempli de fumée, qui souvent est toxique et qui souvent est la première cause de mortalité dans le cadre des incendies. La perte de connaissance et la mort, quoi, dans ce cas-là. Exactement. Donc parfois, ce sont des petites choses très simples. Alors, c'est pas pour faire retomber le soufflet, parce que c'est vrai qu'on parle de potentielle guerre nucléaire, on parle dans ce livre d'épidémie d'Ebola, je mentionne la peste noire, la peste d'Athènes. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je veux aussi souligner que ton livre, il est merveilleusement transdisciplinaire. C'est-à-dire, ça nous rappelle aussi des choses qu'on a soit apprises, soit qu'on a mal apprises au collège et au lycée. C'est-à-dire qu'on fait à la fois un peu de sciences nat, on fait un peu de médecine, on fait de l'histoire. Ouais. Beaucoup d'histoire, parce que finalement, c'est dangereux. Si on met de côté l'aspect nucléaire et radiologique, sinon, sur l'aspect bactériologique, c'est en centaines, c'est en siècles qu'on compte en fait l'utilisation de cet élément, soit comme arme, soit comme... on peut remonter à la Grèce antique, à Rome, la fameuse peste d'Athènes, ou alors surtout, là, tu le rappelles, la peste noire, il trouve son origine en Crimée d'ailleurs. Oui, précisons que la peste noire n'est pas une habitante d'Aubervilliers particulièrement mal élevée. C'est vraiment quelque chose qui a tué 50% de la population européenne en 2 ans, en 1348-49. Ouais. Et qui a d'ailleurs, et ça je trouvais fascinant en travaillant là-dessus, parce qu'on est quand même allé chercher dans des textes d'époque quelques références pour illustrer un peu les propos et donner un peu de richesse et de profondeur à cette analyse que l'on ne voulait pas être uniquement clinique, mais qui montre que les épidémies changent, modifient, et encore une fois, le hasard dans l'histoire, c'est aussi ça, les cultures et les comportements de gens de manière profonde. On montre dans ce chapitre que très probablement le fait que la population européenne a été réduite de 50% en moins d'une année a profondément changé la manière dont l'homme a vu le divin, l'homme du Moyen-Âge, comment il percevait Dieu. Un Dieu qui tue 50% de ses fidèles, c'est catastrophique. La manière dont l'homme se voit lui-même, tout d'un coup, les hommes deviennent précieux, parce qu'ils sont rares, parce qu'il y en a 2 fois moins. Et donc, c'est le début de la réforme, le début philosophique de la réforme. Parce que c'est surtout l'Europe centrale qui a été touchée de plein fouet, l'Empire à l'époque, l'Empire romain germanique, c'est l'époque où fleurissent les mouvements millénaristes, de tout poil. Et qu'effectivement, avec aussi après ces mouvements anabaptistes, des fois c'est des mouvements communistes primitifs, et qui vont préfigurer, comme tu le dis, la réforme. Puis le capitalisme, si on veut, les Lumières et la catastrophe dans laquelle on se retrouve. Donc il y a un cycle qui a démarré, que je situais personnellement à l'époque de la Révolution française, mais que vraiment, en étudiant le cycle
de la raison, entre guillemets, et des Lumières, en réalité, il commence à la peste noire. Il commence dans cette immense catastrophe. De la même manière que la peste d'Athènes, qui n'est pas une jeune fille particulièrement mal élevée de Grèce, qui également qui était en fait d'une typhoïde, semble-t-il. Voilà, il y a une sorte de... En tout cas, on n'a pas... Autant, par exemple, la grippe espagnole, on a retrouvé aujourd'hui des souches de cette grippe dans des cadavres qui étaient dans le permafrost au Groenland. Autant on n'a aucune idée de ce qu'était à partir des conséquences et des descriptions de l'époque, on peut en déduire que c'était ce genre de maladie, mais on n'en est pas certain. Il y a des théories qui diraient que c'est une forme d'Ebola. Je n'y crois pas, parce que en discutant avec... il faut dire qu'on a interviewé des spécialistes dans des domaines très pointus. Par exemple, dans le cas de cette partie biologique, nous avons interviewé par exemple le responsable des maladies tropicales et émergentes de l'hôpital cantonal de Genève, qui est un des hôpitaux, du fait de la présence à Genève d'une part de la Croix-Rouge internationale, avec donc des gens qui sont exposés à des potentielles maladies émergentes à travers le monde, et puis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est basée à Genève, et donc qui est un peu le nid de toute potentielle nouvelle pandémie. Donc on sait qu'en gros, à Genève, nous sommes au risque d'avoir des nouvelles pandémies. Et donc, ils ont un département très spécialisé, à tel point qu'ils ont traité des malades d'Ebola qui sont fait venir volontairement, à quand même un certain risque, jusque-là, et les soigner. Et ils ont réussi à les soigner. Donc on a interviewé ce genre de spécialistes qui nous disent, par exemple, que probablement le plus grand risque auquel peu de gens pensent, mais qui peut arriver à tout moment, c'est effectivement une grippe de type grippe espagnole qui pourrait arriver à tout moment, à chaque nouvelle saison. Une souche très agressive. Oui. Qui est totalement imprévisible, totalement non on ne peut pas dire avec probabilité chaque année, mais on sait que régulièrement, ce genre de souches peuvent arriver, et qu'aujourd'hui, avec les transports étant pratiquement immédiats à travers le monde, la propagation et la virulence, dans ce cas-là, peuvent être extrêmement comme tu le rappelles d'un tableau synthétique, la grippe espagnole à l'époque, entre 1918-1920, c'est 30 à 75 millions de morts dans le monde. Imaginez aujourd'hui, avec la facilité de transport, de communication. Ce serait 10 fois plus aujourd'hui, oui, facilement. 10 fois plus, tu es gentil même. Ça serait énorme. Quoi. Sur une population qui est physiquement beaucoup plus faible, et beaucoup plus tarlousifiée que celle de l'époque. À tout point de vue d'ailleurs. À tout point de vue. Physiologiquement ou mentalement. Quoi. Mais c'est tout à fait un de ces risques auxquels, là aussi, c'est le comportement, comme on l'a vu. La peste noire, et Boccaccio le décrit dans le Decameron, qui est un de ses chefs-d'œuvre de la littérature, de la jeune littérature italienne de cette époque. Les comportements font que l'on peut éviter la contagion. Il n'y a pas que les anticorps naturels ou éventuellement le développement de vaccins et finalement une technologie médicale. Il y a aussi le comportement, ne pas être dans les grandes villes, ne pas, par exemple, si une épidémie arrive et que vous vous sentez pas bien, vous n'allez pas à l'hôpital pour être sûr de l'attraper. Vous restez chez vous, etc. Vous n'allez pas dans la cave des immigrants remplis d'Ebola pour chercher votre portefeuille. Vous restez loin. Donc là aussi, les comportements ne coûtent rien. Ils sont simplement issus d'une bonne compétence, d'une bonne connaissance et d'une compréhension des risques. Et ça, vous pouvez être certain que la plupart des gens vont faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'inverse. dans ces situations. Oui, ça questionne notre capacité de résilience, quoi, à tout point de vue. Et là aussi, c'est vrai que c'est un paramètre qu'on prendra toujours en compte, c'est-à-dire que sûrement, nos ascendants, il n'y a pas besoin d'aller très loin au niveau des générations, avaient sûrement des capacités de résilience supérieures. Puis déjà, ils étaient confrontés au tragique, à la mort quotidienne, présente dans la famille ou dans l'entourage, cette idée-là déjà de décès, d'événements tragiques qui bouleversent un petit peu l'habitude. Là, on vit encore malgré les événements qui s'accélèrent, d'une sorte de confort mental qui fait que l'imprévisible, ça n'arrive a priori qu'aux autres, même si effectivement c'est imprévisible, il devient de plus en plus fréquent, d'une certaine manière, et il touche de plus en plus de personnes, quoi. Oui, et en plus il y a ce bizarre paradoxe de la technologie liée à... Enfin, c'est pas une technologie, mais au comportement d'abord, et aussi de la technologie liée à l'hygiène. L'hygiène nous a donné une capacité à ne plus tomber dans des maladies horribles et bêtes, qui sont facilement évitables, comme le typhus, le choléra, que l'on retrouve
qui jusqu'à aujourd'hui avaient quasiment disparu. Aujourd'hui, elles reviennent. Ils reviennent, oui. Elles reviennent. La tuberculose revient. Merci aux migrants, encore une fois. On va pas leur jeter toutes les pierres, mais enfin, la réalité, c'est que... Non, mais c'est pas étonnant si la Seine-Saint-Denis est le département de France où on trouve le plus de cas de tuberculose. Et là-dessus... Mais en revanche, cette hygiène nous amène aussi les allergies et des capacités d'avoir des anticorps naturels plus faibles. Alors que il n'y a pas si longtemps, nos arrière-grands-parents, il y a un siècle ou un siècle et demi, certes avaient beaucoup moins d'hygiène et subissaient encore au 19e siècle le choléra, comme il a été décrit, je crois, par Ionesco il n'y a pas si longtemps. Enfin, au siècle, où Giono dans le Sartre le toit. Voilà, c'est Giono, pardon, pas Ionesco. Giono, magnifique film de Rappeneau d'ailleurs. Eh bien, mais en revanche, ceux qui survivaient, c'était des costauds. Et il y avait une sélection naturelle que l'on a un peu... Qui ne se fait plus. Ou que l'on a repoussé à plus tard, peut-être. On va dire ça comme ça. Et sur une masse de gens bien plus énervés, bien plus grande. Et je cite un peu plus en détail, je l'avais mentionné dans mon premier livre, l'exercice Dark Winter, qui était un exercice de simulation de l'armée américaine, de propagation, alors dans le scénario c'était un acte terroriste, de variole. Et donc je crois que c'était en début 2002, en cours de 2002, cet exercice militaire qui coordonnait les efforts de l'armée dans la lutte pour la lutte biologique, parce qu'il y a tout un aspect aussi d'armes biologiques guerrières qui sont souvent là aussi fantasmées. Fort Detrick, États-Unis. Oui, exactement. Très connu. Exactement. Mais aussi de coordonner comment est-ce que l'armée est capable de se coordonner avec les efforts civils de santé, etc. Et cet exercice montrait d'un groupe de terroristes qui propageaient dans des centres commerciaux des bacilles de variole. Et les simulations montraient qu'au bout de quelques jours, la situation était totalement hors contrôle et qu'ils n'arrivaient plus à fermer, à mettre en place des quarantaines. D'ailleurs, c'est la FEMA qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, la FERDA doit coordonner, mais enfin, on pense que l'armée prend vite le contrôle parce que c'est elle qui a le plus de moyens directs, notamment hydrocarbures, transport et troupes. Mais là, on se rend compte aussi que le résultat, la conclusion de ce scénario, c'est de dire c'est impossible de gérer dans le monde d'aujourd'hui une pandémie. De plus, et certains médecins me l'ont confirmé, la mise en place de quarantaine serait, je cite, totalement inappropriée dans la culture moderne. Donc ils soumettent finalement au fait qu'une quarantaine ne serait pas comprise par le milieu d'affaires, mais aussi par la bien-pensance actuelle. Ils soumettent la sécurité de la population à des conventions qui ne sont pas liées à la sécurité. Moralité, les États-Unis ont acheté 300 millions de doses, ont fait fabriquer et acheter, donc le gouvernement a acheté 300 millions de doses de vaccins à la variole parce que la variole existe toujours. Bien qu'elle ait été éradiquée, en réalité, elle existe dans des laboratoires et on ne peut pas savoir si l'accès à ces laboratoires ou par des laboratoires clandestins, la variole pourrait exister. La France a fait pareil. Vous avez acheté 70 millions de doses de variole. La Suisse a fait pareil avec 8 ou 9 millions de doses de variole. Ouais, les laboratoires sont contents. Les laboratoires sont certainement contents. Mais ça montre bien que la seule solution que l'on a, c'est d'y aller avec la méthode bourrine. Qui aussi ouvre toutes les questions. Après, quand on voit les fictions, notamment cinématographiques ou télévisuelles, c'est l'état d'urgence. Ah oui, et c'est assez beau. C'est pas la loi martiale, l'état d'urgence, quoi. Et ça peut aller très très vite parce qu'en réalité, on ne sait pas gérer. On ne sait plus gérer dans notre monde moderne des pandémies. Mais est-ce qu'un des problèmes justement sur ces phénomènes-là, est-ce que c'est pas un phénomène de sidération qui touche à la virtualisation de notre société aussi, y compris donc parmi des gens qui sont sensibilisés. Je résiste pas à la tentation de vous lire un billet. Alors, c'est un billet qui se montre très critique sur un certain nombre de lecteurs de guérilla, justement, de Laurent Oberton, mais ça rejoint un petit peu notre propos. Donc un billet qui a été publié sur différents sites de réseaux sociaux, comme on dit. Donc en l'occurrence, un site Tumblr qui relaie un certain nombre de choses intéressantes par ailleurs.
Donc voilà ce que dit ce billet, et c'est vrai que je m'y retrouve assez quand même en termes de critique. Le site c'est quoi Donc c'est le site Abeille de Verre. Abeille de... Oh, voilà. C'est un ouvrage de Junger, ça. Oui, voilà. Un Jungerien, bon, c'est un Jungerien. Donc voilà ce que dit le message. Donc, entre folie et totale hypocrisie. Il est assez incroyable que ces gens qui parlent de guerre civile à longueur de journée n'aient toujours pas pris les mesures les plus basiques que tout Français devrait prendre en des temps incertains. Un être rationnel s'intéressera un minimum au survivalisme et comprendra qu'on ne peut rien faire en cas de crise si on n'est même pas capable d'être autonome en eau et en nourriture pendant 15 jours, grand minimum. Les émeutes aux États-Unis à chaque tempête, vous regardez ça à la télé comme un légume, mais ça ne vous traverse pas l'esprit qu'on peut se retrouver facilement dans des situations comme celles que les habitants de la Nouvelle-Orléans ont connues. Vous avez envie d'aller faire la queue avec la racaille pour mendier de l'eau et des rations aux militaires ? Vous lisez Guérilla de Laurent Oberton, vous vous masturbez intellectuellement à parler de guerre civile pour impressionner vos femelles en vous imaginant en grand mâle alpha responsable aux idées sombres. Mais la plupart d'entre vous n'ont même pas pensé à s'armer, à s'entraîner, ni même à faire des réserves de sacs poubelles pour y chier au cas où l'eau serait coupée pendant quelques jours. Attaques chimiques, infrastructures sabotées. Si vous êtes obligé de rester chez vous en ville, vous serez obligé de déféquer dans vos toilettes bouchées ou comme un chien dehors sous les tirs de sniper que vous aimez imaginer parce que vous avez vu ça pendant le spectacle télévisé de Sarajevo. C'est tout de suite moins attirant pour une femme qui réfléchirait en vous écoutant et qui ne serait pas aussi fragile et idiote que vous. Vous n'avez même pas un fusil de chasse à la maison et vous osez parler de guerre civile ? Quant à ceux qui en ont, qu'attendez-vous pour en parler, pour rappeler aux honnêtes Français qui peuvent s'armer légalement et très simplement, juste pour assurer un minimum de sécurité à leur famille ? Tout chef de famille qui ose parler de guerre civile comme une possibilité même infime et qui n'a même pas une arme à feu chez lui est un irresponsable. Il ne met même pas juste sa vie en danger en étant un idiot incapable de se défendre contre des pillards, des émeutiers haineux ou d'éventuelles bandes armées qui vous font si fantasmer. Guérilla est top des ventes sur Amazon sans aucune publicité de la part du système. Non, il ne met pas juste sa vie en danger, mais celle de toute sa famille en danger. En vérité, tous ces gens qui parlent de guerre civile sans trouver le temps de juste s'inscrire dans un club de tir, de balle-trappe ou de prendre leur licence de chasse sont des branleurs. Vous ne pensez qu'à vous toucher en imaginant une guerre civile totale, mais vous ne faites rien pour vous préparer à ne serait-ce qu'un risque d'émeute haineuse. Tel un mollusque, vous comptez sur la police débordée pour surveiller chaque habitation, chaque bâtiment en cas de bordel généralisé. Mais bien sûr, si ce n'est pas du suicide, c'est de la folie. Et si ce n'est pas de la folie, c'est de la totale branlette. Vous posez votre petit commentaire inutile en parlant de guerre civile, vous en parlez pour draguer les filles fragiles impressionnées par un tel discours, vous en parlez pour vous faire un frisson du petit civil qui imagine la guerre depuis son quotidien confortable et surféminisé, mais vous n'y croyez pas. Votre quotidien mou et votre esprit embourgeoisé vous font vivre dans une autre dimension que celle dont vous vous prétendez prophète. Une fois votre petite remarque posée, vous allez juste vous coucher tranquillement en pensant à la journée du travail pépère du lendemain. Voilà, c'est je l'avais lu, Yann Mercado. Je l'avais lu la semaine dernière. Et globalement, oui, il y a de ça quand même. Hein. Et complètement. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est va evictis. C'est-à-dire que la sélection naturelle, elle se fait aussi par... voilà, souvent dans certains milieux, on se glane de la soi-disant supériorité intellectuelle de l'homme blanc, de la race blanche. Parfois, j'émets des doutes. Je vois chez beaucoup de personnes, je vois aucune préparation, alors qu'intellectuellement, ils ont compris. Mais est-ce la paresse, est-ce l'habitude rien ne se fait. Alors, moi, j'ai plutôt tendance, effectivement, à rencontrer des lecteurs et lectrices qui font le travail. Chacun, encore une fois, en fonction de ses moyens, en fonction de sa géographie, en fonction de ses situations personnelles, familiales et autres. Moi, les gens le savent, je fais mon boulot et j'ai pas l'impression que c'est une contrainte, c'est une vie qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai certaines chances et certains avantages, mais je vois d'autres personnes qui le font en plus de leur travail, en plus de leur vie et qui font le boulot. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on est particulièrement... on a cette culture de la préparation. Mais enfin, cette culture, elle était présente en France il n'y a pas si longtemps et il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas en France ou ailleurs. Donc oui, ce billet qui est une critique du livre tout à fait, d'ailleurs qui est un livre très, très intéressant d'Oberton, assez intéressant dans sa démarche. Et dont le vrai phénomène est le succès. C'est que effectivement, le phénomène, c'est le succès. Le livre en lui-même. Voilà, le livre en lui-même, on pourrait en parler dans une émission entière. Mais le succès de ce livre fait qu'il y a quelque chose, il y a un zeitgeist du moment qui est lié à ça. Et ce billet de cette personne, je ne sais pas si c'est anonyme ou pas, mais il a tout à fait raison. Le moment est venu d'être dans l'action. Et l'action... comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui nous fait sortir de cette aliénation et qui nous permet de travailler. Et encore une fois, c'est pour ça que je voulais écrire un livre qui avec Chris Millennium, qui soit
non anxiogène, qui soit plutôt en disant, voilà, c'est une fois qu'on a compris, c'est pas très compliqué. Mais tourner en rond comme un poulet qu'on vient de décapiter, c'est pas une solution. Et être dans la pensée magique chère à Kunstler et Too Much Magic, pour ceux qui l'ont lu et qui comprennent le message, d'être dans l'incantation magique de « Ah oui, mais de toute façon, il y aura toujours des solutions. » Et « Ah, de toute façon, la technologie ou je ne sais quoi d'autre, un miracle, nous sauvera. » n'est pas non plus une solution. La solution, elle n'est qu'en nous. Elle n'est que dans notre capacité de faire. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le fait que ça... Il y a des petites voix qui, pour le coup, ne font pas du tout partie de nos milieux, qui commencent à sortir. Bon, je lisais l'autre jour une interview de Martinez-Gross, qui est un historien qui est sur Paris 1 ou Paris 4, je crois, qui a travaillé sur les empires, et qui a en particulier travaillé sur Ibn Khaldoun. Et alors c'est la petite voix, vous savez, c'est vrai qu'en France on commence à être habitué au duel entre Keppel et Roy, au niveau des islamologues. Olivier Roy, ouais. Voilà, Gilles Keppel et Olivier Roy, l'un disant c'est le terrorisme finalement c'est secondairement de la religion, c'est avant tout on sait politique, pas quoi. Ouais, politique, voilà, social, et Gilles Keppel disant pas du tout, c'est de la religion, bon, même si après il y a d'autres causes. Bon. Et puis, donc, il y a cette troisième voix, Martinez-Gross, qui dit à un moment, c'est sans doute des deux, c'est une haine du modèle occidental qui est réelle. Il y a de la religion aussi. Et puis, il y a une troisième chose que lui fait venir de l'histoire, qui est qu'à un moment, traditionnellement, on a des peuples nomades guerriers et des peuples sédentaires relativement désarmés. Et les peuples sédentaires, souvent, confient finalement leur garde, ils finissent par abandonner à un moment l'effort militaire pour le sous-traiter en quelque sorte aux tribus périphériques. Voilà. Bah, tout à fait, on a l'exemple romain avec les barbares germaniques ou l'exemple musulman avec les Turcs. Tout à fait. Avec les Mamelouks, les esclaves soldats. Et Martinez-Gross, dans son petit livre là, qui vient de sortir sur le djihad, dit ils ne sont forts que de notre propre faiblesse sur le fait que nous sommes désarmés, mais parce que nous avons voulu être désarmés. Quand ils disent armés, c'est pas seulement une histoire d'armes à feu. Hein. Là, on entend bien là tout ce dont on cause depuis le début de l'émission, ça va un armement moral, on va dire, le fait à un moment d'avoir conscience des choses. Et qu'en fait, ça passera. Le désarmement a été très très rapide finalement. Il a suffi de 2 générations. En gros, les 2 générations de l'après-guerre, pour nous désarmer totalement et pour nous faire abandonner des réflexes que nous avions. Ouais, Jean-Louis, notre cher Dominique Vénère, a écrit des choses fondamentales. Non, mais tout à fait. Ça rejoint exactement ça. Le cataclysme 14-18 a été un accélérateur formidable de cette déchéance, en quelque sorte. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Martinez-Gross je ne sais pas s'il est étiqueté de gauche, de droite, de je ne sais pas quoi. Tu l'écris comment donc là, son nom m'échappe, c'est Martinez-Gross. Donc c'est un nom, voilà. Gross, G-R-O-Z. Alors c'est Martinez, Gross. Oui, je crois que c'est G-R-O-Z. Ça fait un peu savoyard, ça. Ouais, c'est possible. Mais bon, je sais pas. J'ai pas une connaissance d'un éventuel étiquetage politique. En tout cas, il n'est pas estampillé comme tel. L'interview que j'ai lue de lui était dans Libération. Voilà. On peut trouver des choses intéressantes dans ce Non, mais tout à fait. Mais il n'empêche, c'est voilà, quelqu'un qui dit, regardez, historiquement, et donc il faut faire ce travail. Et c'est à cette condition-là que nos sociétés poursuivront, parce qu'il s'inscrit par ailleurs dans un modèle républicain, hein, dont il n'est pas en train d'émettre des solutions alternatives. Mais il dit, voilà, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour défendre ces valeurs-là républicaines, même si ce n'est pas celles dans lesquelles nous inscrivons, mais il faudra qu'à un moment, la société sédentaire fasse un effort. Ou alors elle disparaîtra. Oui, parce qu'elle aura laissé pour sa force. Pour les auditeurs intéressés, là, j'ai trouvé la référence, il s'appelle Gabriel Martinez. Donc, voilà, c'est Gabriel. Gros en fait. Hein. Je ne sais pas comment on se prononce Gros, et donc voilà, on le présente comme un historien spécialiste dans l'Andalous, hein, donc c'est-à-dire de l'Espagne musulmane. Ah mais oui, voilà. J'en ai entendu parler. Ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un peu anecdotique par rapport à NRBC, mais dans une des petites histoires dans NRBC, on illustre comment, alors c'est dans le cadre de l'illustration de ce que signifie la guerre chimique, qui n'est pas sur le sujet que l'on focalise dans la partie chimique du livre, parce qu'effectivement, on pense que le jour où, effectivement, comme Saddam Hussein contre les Kurdes, sur les Kurdes, ou en des temps plus anciens, d'ailleurs, c'est ce que voulait faire Churchill sur les populations irakiennes dans les années 20 ou 30,
L'utilisation d'armes chimiques en général sur des populations civiles est extrêmement brutale. Mais enfin, on illustre ce point par une histoire évidemment de fiction où on montre que dans une situation de guerre civile, dans un pays que je vous laisserai découvrir, qui n'est pas la France, mais je vous laisserai découvrir en lisant le livre, eh bien, les forces, on va dire, de l'ordre, dans le sens antique du terme, eh bien, doivent reprendre un quartier tenu par, on va dire, une population contraire aux valeurs de ce pays. Et pour éviter les catastrophes et les pertes humaines de ces forces armées qui sont, on le sent bien, à la fin de leur chaîne logistique et plutôt incapables de subir trop de pertes, ou qui ne veulent pas subir trop de pertes, eh bien, récupèrent des stocks d'armes, d'obus chimiques que l'armée américaine a abandonnés en Europe, dans ce pays, et les utilise effectivement contre ce quartier de cette ville. Et on montre, et tout ça évidemment chiffre à l'appui, avec évidemment l'expérience de Chris Millennium et de son expérience au combat, puisque c'est quelqu'un qui a, au cours de sa carrière, participé également, comme parfois ça arrive, dans des théâtres d'opération, ne serait-ce que comme observateur des situations de combat où des armes chimiques ont été utilisées par des belligérants. Là aussi, censure sur le lieu et l'endroit précis, parce que bon... Eh bien, on montre qu'en 2 heures, une ville d'une centaine de milliers d'habitants peut être réduite à néant avec extrêmement peu de moyens. Donc, parfois, effectivement, si on peut imaginer une civilisation qui redevient sérieuse quant à sa défense, pour reprendre un terme, une expression que j'ai entendue utilisée par Laurent Ozon, je crois, ici même, on peut parfois se battre avec les ongles et les dents sur un territoire pendant des années, qu'ensuite un char peut reprendre en quelques heures. Et là, effectivement, la technologie liée au nucléaire, au biologique et au chimique peut avoir des changements de donne totalement radicaux en quelques heures, en quelques jours. Surtout quand on voit sa dissémination, sa prolifération, notamment en ce qui concerne les munitions chimiques. Et on sait que par exemple, l'ex-Union soviétique a des stocks considérables dont on ne sait pas encore aujourd'hui. C'est sécurisé. Moi, il y a un théâtre d'opération que je connais un petit peu sur certains aspects, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, il y a d'énormes dépôts de munitions. Il faut savoir, petite discrétion rapide, dans la classification des unités soviétiques à l'époque, c'était les unités de classe A, c'est-à-dire, étaient basées en Ukraine les unités soviétiques les plus opérationnelles, avec effectif complet, les derniers matériels, parce que c'était l'avant-garde d'une offensive éventuelle du pacte de Varsovie sur l'Europe. Donc, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, ils ont hérité de ces stocks-là, qui ont été largement dilapidés en plus de 20 ans par les officiers corrompus de tout genre, qui sont fait des couilles en or en vendant ces armes sur tout l'état d'opération. Oui, et puis surtout, il y a aussi une date de péremption. Non seulement une date de péremption, mais il y a des dépôts disséminés sur tout le territoire qui sont très mal gardés. Oui. Et moi, chaque fois que je passe à l'Ukraine, je peux passer... Non, il faut le dire. Non, je peux rester 3 semaines. Je peux rester 15 jours, 3 semaines. Je regarde la télé, il ne se passe pas un séjour sur lequel il n'y a pas un reportage en disant qu'il y a explosion à tel dépôt, d'obus d'émentiers, des blessés, etc. Mais ça, c'est ta présence. Ce sont des choses délicates, effectivement. Il y a un problème de sécurité à la fois au niveau de la gestion de ces stocks, et même après, on peut s'en emparer facilement. Mais chez nous aussi, ça arrive. On l'a vu récemment à Istres, je crois. Oui. Non, c'était à Istres ou le temps de Berge. Je ne sais plus, mais c'est marrant, c'est une nouvelle de ce truc. Oui, effectivement, on n'a pas trop parlé. Mais là aussi, c'est vrai que nos stocks d'armes et de munitions ne sont pas forcément les mieux sécurisés. Il serait souhaitable que, sans aller jusqu'à... Parce que, par exemple, on peut parler des différents scénarios. Je ne crois pas, par exemple, on ne pense pas que, par exemple, la bombe nucléaire terroriste, c'est une fantaisie. C'est quelque chose qui est totalement... c'est pas impossible, on ne peut pas l'exclure de manière totale, mais ça reste extrêmement improbable qu'une entité terroriste puisse se fabricouiller une arme nucléaire. On peut même se poser ici ma question, pourquoi ce n'est pas déjà arrivé ? Oui, à moins qu'évidemment une grande puissance nucléaire lui fournisse. Sans échafauder des théories. En revanche, le chimique, c'est beaucoup plus... D'abord, c'est des dégâts beaucoup moindres. On peut imaginer que... On l'a vu lorsque la secte Aum au Japon, je crois que c'était en 88 ou 89. Oui, c'est fin des années 80 ou début des années 90. Ça doit être avant la fin de la guerre. Enfin, peu importe, 90, on l'a mentionné, on l'a détaillé. Je crois qu'il y a eu quelques morts et quelques centaines de blessés. Mais l'effet de psychose
a été considérable à l'époque au Japon. On peut imaginer aujourd'hui, on va dire des personnes mal intentionnées pour ne cibler personne, récupérant quelques doses venant de ces arsenaux irakiens, syriens, ukrainiens, peu importe. Irakiens, voilà, en ce moment. Là. On se demandait comment c'est pas encore arrivé. Oui, irakiens, visiblement, ils en avaient plus tellement avant la dernière guerre, mais enfin, les Libyens en avaient. C'est pas ce qu'on nous a dit. Les Libyens en ont, les Libyens en avaient, la Syrie en avait. Donc là, clairement, c'est quelque part dans la nature. On peut imaginer qu'une attaque, même avec un faible nombre de morts, un faible nombre de blessés dans un métro européen, ces prochains mois, ces prochaines années, ce qui est d'ailleurs l'alerte qu'ont donné les services de renseignement marocains au renseignement européen, peut provoquer un impact. Alors, déjà que le tourisme, notamment ici à Paris, entre diamants volés et valises volées et émeutes... Il y avait déjà quand même un effondrement cet été. On peut imaginer qu'une attaque dans un métro à Paris, par exemple, avec même une faible quantité d'armes chimiques, avec un faible nombre de morts, serait une psychose gigantesque sur l'économie locale, avec des impacts sur l'économie locale et le tourisme. Donc ça, ce sont des éléments que les organisations de renseignement, les forces de l'ordre, doivent prendre en compte et tiennent en compte. Mais là aussi, on le sait, l'attaquant a l'initiative. Donc là aussi, si vous êtes ce jour-là au mauvais endroit, au mauvais moment, est-ce que vous avez 2-3 comportements simples que vous pouvez mettre en place pour protéger vos yeux, protéger vos voies respiratoires et pouvoir vous en sortir le mieux possible? Aoum. Juin 1994. 7 morts, 600 blessés. Voilà. Pierre, tu avais raison. Voilà. Ouais, mais surtout quand on compare avec les... 2 attentats d'ailleurs, 95 ensuite, 12 personnes. Ouais, surtout quand on compare avec les moyens disponibles. Je pense que le camarade PGL est bien placé pour le savoir. Je le vois par exemple sur les méthodes de confinement dans l'éducation nationale. C'est à hurler de rire. N'importe quel souci de type chimique à proximité d'un bâtiment scolaire, ça serait une hécatombe. Parce que globalement... Alors, après, c'est toujours pareil, c'est la bouteille à moitié. Il n'y aurait rien du tout. Je pense que ça nous ferait hurler encore plus. Mais là, même le peu qu'il y a, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierrot, le peu est toujours mieux que le rien. Ouais. Mais il y a un moment où le peu atteint un tel niveau qu'en fait, on peut se demander si c'est vraiment autre chose que du rien. Et là, en l'occurrence, sur les bâtiments scolaires, par exemple, c'en est d'un ridicule achevé. Il y a une véritable psychose, paraît-il. Justement. Et par ailleurs, il y a psychose, c'est ça qui est... Psychose, bon. Donc, à un moment, alors, c'est toujours pareil, c'est ce que... On peut pas savoir, c'est le compte-rendu du responsable, d'un des responsables du renseignement français là, devant la commission d'enquête parlementaire cet été ou ce printemps, je sais plus, disant voilà, attention, il peut arriver ceci, il peut arriver cela. On ne sait jamais en fait quelle est la part de connaissances un peu pointues qu'ils ont de ce qui pourrait se produire en termes de menaces ou si c'est uniquement de la prospective. Là, c'est vrai que par exemple sur les bâtiments scolaires, il y a une vraie... là, on sent quand même cette année, enfin depuis l'année dernière, il y a quelque chose d'un petit peu plus vigoureux par rapport à ce qui se faisait avant. Mais comme en même temps, c'est fait à moyens constants et en mégotant sur les moyens, là, finalement, c'est de la rigolade. Oui, bon, on essaie de se rassurer à bon compte, ça veut dire. Bon, après, voilà. Nous verrons bien. C'est vrai que nous, le discours en tout cas qui est tenu au sein de l'éducation nationale, c'est ça va arriver. Voilà. Donc, oui, ça va arriver, ça va se produire. Ça se produira. C'est un autre sujet. C'est vrai que le problème on a pas mal réfléchi avec Chris Miscellaneum. Est-ce que nous devions parler du terrorisme et on a souhaité garder ce thème peu présent, non pas parce que le terrorisme n'existe pas ou serait peu probable d'être un vecteur d'agents pathogènes biologiques ou d'agents chimiques ou encore moins d'agents radiologiques ou nucléaires, encore moins. C'est vrai qu'on a mentionné dans Vous les avez évoqués, voilà, page 258-259. Aoum, je viens de le citer. Oui. Bon, Bagdad, les attaques au chlore au sarin en Syrie, etc. Quand même. Voilà, bon, on a mentionné. Alors, on a par exemple un truc intéressant, c'est que nous avons interviewé dans la partie nucléaire, par exemple, nous avons
posé des questions à des responsables de la sécurité nucléaire suisse, sur lesquels nous avons eu pas mal de réponses sur comment fonctionne la sécurité d'une centrale nucléaire, tant dans son approvisionnement de carburant pour faire fonctionner, de pièces détachées pour que tout fonctionne bien. Nous n'avons eu aucune réponse de la part des exploitants des centrales nucléaires françaises, mais enfin, nous avons réussi quand même à interviewer de manière anonyme un responsable d'EDF sur ces domaines. Et dans ce cadre, nous avons touché justement la partie terroriste. Alors la partie rassurante, c'est que justement, chaque centrale nucléaire dépend du département pour un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui est spécialisé dans l'intervention pour la protection des sites nucléaires. Donc en général, ils font ça assez sérieusement. La sécurité dans l'accès aux centrales nucléaires est assez bien rodée. Et d'ailleurs, il est testé régulièrement par le GIGN. Il y a eu cette histoire de drone, par exemple, un temps. Là aussi, on pense que c'est probablement un test et que ce n'est pas une action malveillante. Mais enfin, les systèmes de sécurité sont testés et sont faits assez sérieusement. En revanche, le tri du personnel dans des situations de coupe budgétaire où de plus en plus on embauche finalement un personnel qui vient d'autres pays de l'espace Schengen ou naturalisé de fraîche date ou issu de la discrimination positive, elle n'existe pas vraiment, mais enfin elle est réelle, et où certainement on a moins le temps de vérifier le parcours professionnel, moral, les comportements des gens, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne peut pas s'organiser. Et on se rend compte qu'il y a des personnes, disons, un comportement douteux, notamment de fiche S, mais pas seulement, même des personnes pouvant pénétrer dans l'enceinte générale, pour commencer, des centrales nucléaires françaises. Et puis, après, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin ? Alors, les dégâts qui peuvent être faits à l'intérieur d'une centrale sont faibles. Mais qu'en est-il d'accès au stockage du matériel, de sabotage peut-être, de coupure d'électricité ? C'est ça le vrai risque. Et donc parfois l'approche du terrorisme, et on mentionne effectivement également dans d'autres domaines, elle est parfois par des biais qui ne sont pas forcément les plus spectaculaires ou les plus cinématographiques. C'est parfois des petites choses, du petit sabotage, ou effectivement, comme on l'a vu à Nice, tout simplement prendre un camion sans avoir besoin d'apprendre à tirer à la Kalachnikov. Et là aussi, on a une sorte de paradoxe où sur certains éléments, la sécurité est excellente, et sur d'autres éléments, elle est un peu laissée au hasard. Et ça, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui, où on a une convergence des contraintes économiques qui veulent que l'on baisse les coûts, et d'un autre côté, finalement, d'une population qui est potentiellement hostile, dans certains cas, pas toujours, oui, qui représente un levier, mais certainement dont le risque est bien plus grand que si c'était une population celto-européenne, enfin voilà, c'est comme ça, ou de religion en tout cas. Voilà, nous sommes face à ce genre de risque aujourd'hui, et donc on voit effectivement, comme dans le cas de ces mesures pour les écoles, que de toute façon, le terrorisme touche, non pas au hasard, mais va toucher les zones molles, les zones les moins bien défendues, et il y en aura toujours. Mais surtout que les forces de l'ordre, l'État, il commence à être dépassé. Et qu'à la fin, le palliatif, c'est nous. C'est le citoyen. C'est la personne responsable qui va se dire... j'en ai rien à foutre, à la limite de la loi, je vais me balader armé. J'entends de plus en plus ce discours. Mais d'ailleurs, c'est aussi, on le voit avec l'actualité des manifestations de policiers. Les policiers, ils laissent passer ce problème. Nous sommes le dernier rempart républicain face au chaos. Oui, c'est l'avant-dernier rempart. C'est nous que vous faites, en fait. L'avant-dernier, voilà. Parce que le dernier, c'est nous. Voilà, exactement. En Suisse, nous avons voté récemment la réduction de l'armée suisse de 260 000 hommes à 100 000, ce qui est une catastrophe, personnellement, mais enfin bon. Et donc la réaction de beaucoup de Suisses qui ont... Donc c'est une loi qui est malheureusement passée récemment. Oui, vous êtes passé de 650 000 à 100 000. C'est une catastrophe. Enfin, c'était avant le mur de Berlin. Et donc le résultat, c'est que les citoyens disent, si la première ligne de défense qu'est l'armée sera moins forte, eh bien la deuxième ligne de défense va devoir être mise en place. Et ce sont donc les milices citoyennes qui vont se mettre en place, qui se mettent déjà en place, j'en connais, de manière palliative et locale. Alors certes, la mission ne sera pas la même. Elles seront montées par des officiers à la retraite ou simplement des patriotes
vous avez l'avantage d'un personnel potentiel formé. On a déjà les armes et on a déjà les gens. Et la formation. Et simplement, on va décider que maintenant, on va organiser la sécurité de nos villages, la sécurité de nos quartiers, par nous-mêmes, en plus de ce que l'armée est censée faire, mais qu'elle ne fera plus, puisqu'à 100 000 hommes, elle ne sera à peine capable de maintenir les frontières, et certainement plus de maintenir l'ordre. En plus, quand on dit 100 000 hommes, c'est les réserves, en fait, c'est la réserve opérationnelle. Non, c'est 100 000 hommes d'actifs. 113 000 hommes d'actifs pour être précis, je crois. Ah d'accord, ok, ouais. Donc là au-dessus... Mais les capacités de mobilisation restent les mêmes. Oui, mais on parlait à l'époque de 650 000 hommes. Il n'y a plus le matériel roulant, il n'y a plus le matériel de transport, il n'y aura plus l'effectif et les unités qui correspondaient à ces 260 000 hommes que nous avions et qu'on a encore pendant encore 2 ans. Voilà, les erreurs, même les meilleurs les font. Non, parce que là, c'est vrai qu'avec le déferlement migratoire que l'on connaît, mais il y a quand même un effet de masse qui joue. Bien sûr. Un minimum de masse critique. Donc là, pour la France, c'est exactement pareil. Plusieurs foyers éclatent en même temps, on est dépassé. Il suffit de voir les faits quand même, d'avoir entendu ou discuter un petit peu à droite à gauche avec alors pour le coup, avec pas des gens pas du tout militants. Sur le week-end et la semaine qui se sont écoulés, avec l'agression donc contre l'approviseur à Tremblay en France, l'instituteur à Argenteuil, le lycée dans le Perche là, qui a été avec une intrusion, ce prof ou ce proviseur, je sais plus, tapé à Strasbourg, plus donc l'attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon contre la voiture de policiers. Les incidents qu'il y a eu à Mantes-la-Jolie samedi soir, où pareil, les policiers ont réussi à se dégager. Ils sont tombés dans un guet-apens. Mais voilà, ils sont tombés dans un guet-apens. Enfin, il y a un effet de masse où on se dit oui, en effet, et ça se voyait, il y avait un effet de saturation au niveau des médias. Et la saturation, on la sentait au niveau des conversations à droite à gauche, au café ou autre. C'est-à-dire qu'en effet, c'est vite très très plein en fait. Le phénomène de très plein est là très rapidement. Ces forces de l'ordre qui sont mobilisées depuis 1 an et demi à travers toute l'Europe, parce qu'en France, chaque soldat qui passe une journée... je ne sais pas si on l'appelle Vigipirate ou... oui, si, c'est ça. Sentinelle. Et Sentinelle... n'importe quoi. Moi, je connais personnellement des gens rouge foncé, Bordeaux, Grenat, quel que soit le noir foncé, rouge mélangé à noir à carreau bleu. Chaque journée qui est passée à se balader dans les rues pour un effet qui terrorise plus les touristes qu'autre chose, c'est une journée où ils ne se forment pas à leur métier. Et déjà que l'armée professionnelle, c'est une catastrophe à mon sens, mais enfin... pendant qu'ils font des palliatifs, des supplétifs à la police, ils ne sont pas en train de se former, de s'entraîner à tirer à leurs armes, etc. C'est une conséquence sur le moral, sur la motivation. Et sur lorsque tout le monde est mobilisé tout le temps sans prendre ses vacances, au bout d'un moment, il y a une fatigue. Et cette fatigue, elle va commencer à se sentir, qui peut amener d'ailleurs des situations de, entre guillemets, bavure. C'est une question de définition, mais, et ensuite les conséquences qui vont arriver. Je pense que c'est une situation effectivement très tendue par ailleurs. Et alors, encore une fois, là-dessus, nous avons le choix en tant qu'individu de dire je reste spectateur et potentiellement je vais subir ce qui va se passer, ou je vais être acteur, quitte à éventuellement également subir ce qui va se passer, mais au moins je vais être acteur dans nos actions citoyennes, politiques, peu importe, mais aussi et surtout dans la préparation pour nous, notre famille, nos voisins. Et je pense, et je le dis de plus en plus, non seulement c'est le moment d'agir pour nous, mais c'est aussi le moment de parler, c'est-à-dire d'être les Antigones, pour reprendre cet excellent livre justement de Éric Werner qui a sorti cette année sur tout à fait chez Xenia. Voilà, chez Xenia, il reprenait le mythe d'Antigone. Le mythe d'Antigone et de ce groupe Antigone qui, pendant le Troisième Reich, s'était opposé de manière très pacifique au régime national socialiste. La Rose Blanche, tu veux dire. La Rose Blanche, oui, voilà, pardon. Qui s'était inspiré de la lecture de Sophie Scholl, ouais. Et qui disait très justement qu'au bout d'un moment, il faut aussi parler. Il faut à un moment dire non. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est le totalitarisme. Le pouvoir, c'est le vrai fascisme tel qu'il est utilisé dans le langage des antifascistes. Et il faut en parler. Tu vois, nous, c'est une position que je pense que nous défendons avec constance depuis déjà la création de Méridien Zéro. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est un travers très français quelque part. C'est-à-dire l'exception française en quelque sorte, si je puis dire. C'est-à-dire le fait de tous reposer sur l'État.
Et le Français est profondément légaliste. Il attend tout de l'État, il est prêt aussi à rouspéter contre lui, à le critiquer. Ça fait tellement longtemps, ça fait 600 ans. Mais voilà. Et il part. La France a été créée par l'État, par la volonté. Mais il part aussi en guerre civile fréquemment. Et alors que nous, c'est vrai que nous avons une culture générale, une culture différente. Je veux dire, c'est simplement, nous sommes plus des légitimistes que des légalistes. Et en fin de compte, c'est la notion d'autonomie, tout à fait. Vous savez, l'État n'est qu'une émanation théoriquement du peuple. Et là, c'est vrai qu'on peut même se raccrocher aux articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en disant que le citoyen a toute légitimité pour s'insurger contre l'État si l'État ne remplit pas les devoirs régaliens qui sont garantis et qui sont spécifiés par notre Constitution. Ce discours de révolte, on l'entend, et ce n'est certainement pas, c'est certainement pas mon rôle de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent se révolter ou pas, parce que s'indigner aujourd'hui, ça me paraît effectivement un truc de tarlouse, encore une fois. En revanche, ce que l'on doit faire, à mon sens, en tant que, encore une fois, adulte responsable, c'est de penser aux siens, que ce soit de manière très stricte sa famille, ou de manière un peu plus étendue les siens au sens du germène de notre peuple, de nos populations, et de dire, mais pour eux, pour moi, je vais me préparer pour tenir, parce qu'on ne sait pas vers où on va. Potentiellement, ça peut être extrêmement chaotique et extrêmement violent. Je ne sais pas quels vont être les résultats. Est-ce qu'il y aura une partition c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans Survivre à l'effondrement économique. Est-ce que nous allons avoir une partition des différentes zones européennes comme la partition de l'Inde a pu avoir lieu? Rappelons que l'Inde n'a pas toujours eu une population musulmane. Puis un jour l'a eu. Puis un jour s'est fait coloniser par le Raj britannique. Puis un jour s'est partitionné avec des millions de morts à la clé et des millions de réfugiés sur les routes. Ce n'est pas... Parfois, on me dit non, mais c'est impossible, la France ne pourra jamais être partitionnée. Elle l'a déjà été. Elle l'a été par le passé. Hein. Elle l'a été par le passé. Et l'Allemagne également, évidemment, même plus proche de nous. Et méfions-nous des certitudes. Nous allons justement vers un monde... Non, mais c'est vrai, c'est un horizon possible. C'est un horizon possible. Clair. Il faut déjà l'intégrer mentalement. Je crois que vous aviez parlé de cet excellent livre, Demain, le grand rembarquement. Oui, je crois. Un livre excellent, difficile à trouver malheureusement, mais excellent livre, où on imagine d'ailleurs la partition d'une partie de la France qui est donnée en tant que califat ou émirat. Les anarchistes royalistes de l'Is Noire avaient fait ce petit scénario, je crois, dans leur numéro. Là. C'était la région de Marseille, je crois, qui était donnée aux musulmans. Et là aussi, on ne peut pas exclure ce genre de scénario, bien que géographiquement... parfois je rigole en voyant dans les sites américains alarmistes qui disent attention la France, et ils font un trait au niveau du Massif central et à la hauteur de Lyon en disant voilà, au sud il y aura des musulmans, au nord ce sera la France. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est l'urbain, le pas urbain, certains quartiers. Le Roubaix Tourcoing, ils ont créé voilà, comme d'ailleurs dans Survivre à l'effondrement économique, tu te souviendras, dans une des petites histoires, j'ai imaginé une histoire qui se passait autour de l'émirat de Tourcoing. Enfin, je crois que j'avais dit Lille, mais c'était une erreur de ma part. Mais voilà, on peut imaginer l'émir de Lille qui devient un chef de guerre local dans une situation où l'État n'est plus là pour régler. Alors, certes, et ça c'est peut-être la critique, enfin c'est une petite critique, par exemple dans Guérilla de Laurent Oberton, où en 3 jours la France s'effondre, mais il y a quelque chose en 4 lettres qui s'appelle l'OTAN, qui n'est pas présent. L'OTAN interviendrait immédiatement si un des pays membres subissait ce genre d'effondrement ultra rapide et violent, parce qu'il a prévu dans ses fonctions, dans son organisation, des forces armées qui s'appellent la force de réaction rapide de l'OTAN. Oui, mais ces forces d'interposition en faveur de qui? On a des questions à poser. Probablement du mondialisme aujourd'hui. On a eu le tentative de remodeler le Proche-Orient. On se souvient des cartes du Major pour protéger les minorités. Mais il y a aussi peut-être des tentatives de remodeler une Europe qui ne représenterait plus d'ailleurs un danger potentiel sur le plan économique, sur le plan technologique, oui, etc. Il y a un plan Morgenthau et j'ajouterais même un plan Dinone de l'Europe. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a toujours aujourd'hui, de manière sous-jacente, un Yalta
entre les superpuissances, même notamment une superpuissance qu'on idéalise peut-être un peu trop, de fragmenter en tout cas et d'affaiblir l'Europe, de la tenir sous contrôle et d'en attendre ce qui contrevient à ce qui assure leurs intérêts respectifs de cette manière. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du thème, mais non, c'est intéressant on y est quand même. De parler des incertitudes qui sont aujourd'hui la norme et qui sont présentes et que je crois que tout le monde ressent. Ouais, juste une petite incise, s'il y avait un émir à Lille, il serait aux 35 heures. Donc ça va, ce serait pas le plus dangereux. Il faut faire comme dans Astérix, attaquer à l'heure du thé ou du thé à la menthe. Non, ce qu'il faut se dire, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impossibilité non plus. Voilà, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur une partition éventuelle, hypothétique, ce n'est pas non plus un fait accompli permanent. Ce n'est pas forcément une catastrophe. Voilà. L'exemple de la Reconquista espagnole nous le montre. Bon, mais bien sûr, nous sommes passés à une autre époque. Il y a une accélération de certains phénomènes. Bon, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Bon, rien n'est jamais totalement joué d'un sens comme dans l'autre, de cette manière. Et c'est vrai que des fois, on voit parmi nos amis et camarades, certains se résoudre de cette fatalité. Par exemple, pour faire allusion, bien sûr, donc aux masses allochtones qui sont issues soit de l'immigration légale ou clandestine aujourd'hui, donc de cette guerre qui dit pas son nom, qui consiste en ce déferlement migratoire. Bon, il y en a qui disent il faut faire avec. Ils sont là, ils repartiront pas. Non, ils repartiront pas. Effectivement, c'est vrai que les Pieds Noirs en 1960, ils se disaient jamais que dans 2 ans, ils allaient faire la valise. On vous dira, c'est pas le même volume de population, etc. Mais c'est quand même, ça montrait l'imprévisibilité de l'histoire et quelque chose qui était inenvisageable à l'époque, de cette manière. L'histoire peut balbutier très rapidement. Les technologies ne sont pas les mêmes. S'accélérer, quoi. Pardon, bien sûr. Les technologies aujourd'hui permettent des. Et encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose que je souhaite. Mais les technologies aujourd'hui, et effectivement on a quelques exemples dans ce livre, permettent des solutions, on va dire, extrêmement radicales à des échelles que l'on imagine difficilement. Tout à fait. Et c'est toujours glaçant lorsqu'on envisage des scénarios où on parle de déplacements de millions, de dizaines de millions de population, voire avec des situations plus violentes. Mais rappelons le contexte, nous sommes dans un monde à bientôt 8 milliards d'habitants, avec des pénuries de ressources, avec des problèmes économiques lourds, avec des crises financières, des bulles financières énormes. Là, on parle de Deutsche Bank en ce moment. Le chaos peut arriver de plein d'endroits, parfois insoupçonnés, parfois avec des conséquences que l'on a peine à imaginer, parce que notre petit cerveau a de la peine à imaginer les choses en termes de milliards, en termes de milliers de milliards. C'est compliqué. Ça devient extrêmement incertain, et dans une situation incertaine, la seule chose que nous pourrons faire, c'est agir pour au mieux protéger les intérêts des nôtres et nous-mêmes. Donc agir, c'est déjà, c'est entre autres se procurer le livre. Donc le retour aux sources. Sur Paris, on le trouve où, Pierrot? Chez Facta? On le trouve dans les très bonnes librairies. On le trouve aussi dans des plus grandes, moins bonnes, mais très grandes surfaces, dont on va taire le nom, mais on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui, il y a une assez bonne diffusion quand même. Oui, dehors des petites librairies. J'ai la chance, pour des raisons, j'imagine, de pur commerce, que même les plus grands le distribuent assez facilement, parce que c'est toujours bien de faire un petit billet. Donc c'est sûr que j'ai la chance d'être très très bien distribué par les très grands également. Mais je vous encourage à le trouver plutôt chez des petits. Par ailleurs, nous ne pouvons qu'inviter nos auditeurs à aller sur le site du Retour aux Sources. On y trouve toujours des choses intéressantes. Voilà, c'est ça. Pour des livres ou des auteurs qui... D'ailleurs, la plupart des auteurs du Retour aux Sources sont souvent des habitués de notre émission. En tout cas, pour ceux qui ont la possibilité matérielle de venir nous rendre visite dans nos studios. Donc voilà, on pense à l'ami Francis Cousin d'ailleurs, qui peut se libérer. Oui, ou Pierre Hillard qui devait venir aussi pour l'oligarchie anglo-saxonne. Mais qu'on ne dise pas de faire venir là, très, très bientôt, quoi. Puis on attend les prochaines parutions. Un des organisateurs, un des responsables des éditions étant ici présent. Donc je pense qu'on verra peut-être dans les mois qui viennent des auteurs et des thématiques qui seront tout à fait intéressantes et surtout pertinentes pour venir en parler à ce micro de toute manière. Donc nous rappelons le titre de l'ouvrage de l'ami Pierrot.
donc qu'il a co-signé, nous le rappelons, avec Chris Millennium, Chris sans H. NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux éditions Le Retour aux Sources. En plus, bon, en effort tarifaire, 26 €. On a quand même un format agréable d'ailleurs, un assez grand format, couverture à rabat, magnifique couverture qui rappelle un jeu de rôle, un jeu électronique ukrainien, c'est un petit côté de Tchernobyl. Fallout. On voit une KS-74 avec un masque à gaz soviétique, voilà, donc bon, et puis tranquille, quoi, une petite ambiance post-soviétique. Non, vraiment, puis un ouvrage qui était mis en mai, qui est vraiment d'un abord agréable. Hein, on peut le prendre à n'importe quelle page, on est captivé, quoi. On est captivé et surtout, voilà, c'est d'un abord et d'une lecture vraiment agréable. Voilà, ça, c'est important. Et surtout, voilà, ça nous introduit à ces enjeux, et à cette connaissance qui est nécessaire. Et surtout, voilà, que nous devons aborder avec mesure, de manière lucide. Mais c'est un point important. Hein, c'est une étape importante dans, justement, la quête de l'autonomie. Que nous devons souligner et accentuer dans les temps que nous vivons. Jean-Louis, je crois que... Où en est-on nous allons nous quitter. Ouais. Juste un petit mot pour un petit remerciement à notre graphiste habituel. On l'oublie souvent aux émissions. Mais voilà, il se reconnaît, hein, monsieur W. C'est lui qui fait notre travail d'annonce sous forme graphique. Et donc voilà, juste un petit mot pour dire que même s'il n'apparaît pas en tant que tel dans les émissions, on pense à lui. Voilà. Faut pas oublier que MZ, c'est un clan, c'est une équipe. Même si des fois des tâches de gratte, sans tout le monde de l'équipe, cette émission n'est pas possible. On a pu le voir d'ailleurs ces dernières semaines. Mais voilà, nous sommes plus que jamais présents et nous continuons à œuvrer. Et plus que jamais, à l'abordage, Jean-Louis. Et pas de quartier.